3 ans que je réalise des rétrospectives sur des auteurs ou des éditeurs. Il était temps d'un petit peu changer et de s'ouvrir à d'autres métiers importants du monde du jeu. Et on va commencer par l'illustration. L'illustration, c'est capital dans le jeu de société, d'autant plus aujourd'hui. C'est un métier qui est chamboulé, chahuté par l'intelligence artificielle générative. Et avec la chronologie des rétrospectives, on peut voir comment ce métier a évolué dans le temps, comment le milieu s'est professionnalisé par rapport à sa relation avec les illustrateurs et illustratrices. On va parler chiffres, combien ça coûte de payer un illustrateur ou une illustratrice pour faire un jeu. On va parler technique aussi, est-ce que ça se fait sur un papier avec un crayon ou bien par ordinateur, avec une tablette, des outils numériques. Et comme premier invité pour aborder l'illustration de jeux de société, je pouvais pas rêver mieux que Pierrot, Pierre Le Chevalier. Pierrot, illustrateur de métier, illustrateur professionnel de jeux de société. Comment tu vas, Pierrot ? Bah ça va bien et toi? Ça va, je suis super content d'avoir quelqu'un qui a 20 ans de carrière dans l'illustration pour cette première rétrospective qui va aborder l'illustration de jeux. Donc avec toi, on va parler de tous les jeux que tu as illustrés quand tu as commencé il y a 20 ans, en 2005, Pile poil, ouais. jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, on abordera ta casquette d'éditeur, puisque depuis 2019, tu es aussi éditeur avec Kiff Édition, avec ton équipe. Pierrot, de ton vrai nom Pierre Le Chevalier, ton pseudo Pierrot, c'est un clin d'œil à Peyo, hein, le créateur des Schtroumpfs. C'est ça. Qui est né le 25 juin, comme moi, avec quelques années d'écart. En fait, dans ma famille, personne ne s'appelle par son prénom. J'ai été appelé Petit Pierre jusqu'à mes 15 ans. Et à partir de 15 ans, comme j'étais petit et joufflu, je pouvais plus accepter de me faire appeler Petit Pierre. C'était too much. Donc, j'ai commencé à me faire appeler Pierrot. Tout le monde m'appelle Pierrot depuis que j'ai 15 ans maintenant, du coup. Et je l'ai écrit de façon à ce que ça ressemble au gros P de Peyo, parce que je trouvais l'anecdote rigolote qu'on soit né le même jour, en fait. Toi, Pierrot, t'as pas fait que de l'illustration pour le jeu de société, t'as notamment travaillé pour des ONG comme l'UNICEF, t'as réalisé des bandes dessinées éducatives pour les jeunes en Tanzanie et au Kenya, avec des sujets assez sérieux, hein, comme la malaria ou les drogues. C'était par une copine qui faisait ses études avec moi, qui vivait en Tanzanie. Et elle et sa sœur bossaient dans une ONG. Un jour, elle fait appel à moi pour faire une bande dessinée qui s'appelait Jono's Jam, qui raconte l'histoire en fait d'un jeune groupe de musique tanzanien et qui sont confrontés à la drogue, à l'alcool, effectivement à la malaria. C'était édité vraiment comme des petits comics en fait, à l'américaine, tu sais, les petits fascicules, etc. Et j'ai fait ça quelques temps. Quand ma copine, donc Petra, m'avait appelé pour me demander de faire ça, je lui avais dit, mais c'est chaud parce que tu fais appel à un Européen, les tarifs seront forcément plus élevés. Et elle m'avait dit, non, surtout pas. Malheureusement, les gens, dès qu'on leur dit qu'on bosse pour des ONG, ils gonflent énormément les tarifs. Et on était à des tarifs, mais mirobolants. Et elle m'avait dit, est-ce que toi, t'es OK pour faire le truc Et je lui avais dit, mais non, mais attends, je vais m'adapter à des tarifs normaux, quoi, parce que c'était fou. Hein, si j'avais pris le prix cash, j'étais mieux payé que des auteurs de BD hyper connus en France, quoi. T'as aussi un tout petit peu fait de colorisation, hein, la BD Route 78 chez Delcourt. Ouais. Alors ça, c'est une histoire un peu à part, parce que c'est le seul travail rémunéré en dehors du jeu de société que j'ai fait depuis 20 ans. Tous mes revenus depuis 2006 sont basés sur le jeu de société. Alors après, il y a tout ce qui est, on va dire, corollaire au jeu de société, c'est-à-dire les affiches de festival, des trucs comme ça que je faisais beaucoup plus quand j'étais jeune. Mais en fait, Éric Cartier, l'auteur de la bande dessinée, et la scénariste qui était avec moi dans l'atelier BD où j'étais à Godferdom à Aix-en-Provence, c'était un vieux copain que j'ai connu quand j'ai bossé en librairie BD d'Aix-en-Provence en 94, je crois, 94 ou 95. Et en fait, c'était un gars qui faisait de la BD, avec qui on a énormément sympathisé, un mec génial, un vieux baba, avec sa femme et tout. Il venait juste d'avoir des jumeaux. On est vraiment devenus très proches. Et il me racontait ses histoires, il m'a toujours raconté toutes ces histoires de balades, de vie, etc., dont ce fameux Route 78, qui était en fait un trajet que lui et sa femme ont fait dans les États-Unis à la recherche des anciens hippies. Ça parle beaucoup de drogue, hein, quand même, parce que je pense qu'à l'époque, ils exploraient pas mal de choses. Ils avaient 18-19 ans, en pleine période, c'était les années milieu 110 peut-être. Il me raconte ces histoires, et un jour, en 2013, il me dit, je mène le projet à bien. Je l'ai signé chez Delcourt. Par contre, Delcourt l'aimerait avoir en couleur. Et lui, il faisait pas ses couleurs. Et moi, je fais mes propres couleurs de mes dessins, mais je suis pas coloriste. Et en fait, il me montre ses planches. C'est un illustrateur incroyable. Il a un sens de la narration qui est fou, en fait. Ils avaient un tout petit budget chez Delcourt, parce que les budgets de la BD ont vraiment chuté dans les années 2000. Et je lui dis, mais moi, à ce prix-là, je te mets 2 couleurs sur tes planches. Mais ça peut être rigolo. Et du coup, on a thématisé. Il y a 150 planches et toutes les planches ont 2 couleurs dominantes, en fait, donc c'est par scène.
Donc ça va être jaune et bleu, ça va être rouge et vert, ça va être... Et en fait, c'est quasiment bichromatique tout le long. Il y a quelques planches où il y a des rajouts de couleurs, mais très très peu, parce que l'idée c'était d'aller très vite. Je faisais une dizaine de planches par jour. Mais c'était vraiment à... Pendant que j'étais illustrateur de jeux de société, c'est un projet qui s'est rajouté, mais que je pouvais pas refuser parce que c'était vraiment un ami et j'avais vraiment envie de mettre en couleur ces histoires. Avant de vivre de l'illustration, t'as tenu un cybercafé, donc une salle de jeu en réseau. Hein. À l'époque, ça se faisait, ça existait. Ça se faisait à l'époque, il y a longtemps. Ouais. Pendant 10 ans, t'avais déjà un contact avec le monde du jeu. T'étais joueur de jeux de rôle, de jeux de société modernes, comme à l'époque, des jeux comme Full Metal Planet ou Cosmic Encounter, hein, Rencontre Cosmique. Autour de 2002-2003, quand tu tenais ce cybercafé, t'avais l'idée de créer un site web de critique de jeux. Et pour ce projet, tu t'amusais à caricaturer ta table de joueurs dans le thème des jeux critiqués. Et un jour, tu vas réaliser du coup un dessin qui détourne les Chevaliers de la Table Ronde, hein, qui est sorti en 2004, un jeu de Bruno Catala et Serge Laget. Et tu vas décider de l'envoyer à Bruno Catala. À l'époque, ils avaient un forum, les deux Bruno, donc Fedouti et Catala, donc Bruno des Plaines, Bruno des Montagnes à l'époque. Serge, et je crois Ludo aussi participait à ce forum. Ils avaient un espèce de vieux forum dans lequel il répondait aux questions. Il y avait un moyen d'envoyer un message privé et je finis par envoyer un message à Bruno en lui demandant l'autorisation de poster ça. Donc le site a jamais vu le jour, évidemment, parce que je passais trop de temps sur les dessins et parce que je faisais Elixir, Mort ou Vif, enfin j'avais fait des cow-boys, des chevaliers, j'avais fait un peu tout. Et en fait, je lui envoie un message pour lui demander si j'ai l'autorisation de le faire. Et donc je lui envoie les 4 cartes, donc c'était les cartes de loyauté, Félon et Loyaux. Et il me dit ah, trop bien, bon par contre c'est pas moi qu'il faut demander, c'est à Days of Wonder et ils sont assez touchy sur le sujet, donc je suis pas sûr que tu aies l'autorisation. Et du coup s'ensuit un petit échange de messages où il me dit mais tu es un dessinateur professionnel, etc. Et je lui dis non, ça fait des années que j'essaye de faire de la BD. Malheureusement, en ayant un boulot à plein temps, voire à l'époque on était au-delà du 35 heures par semaine. Bah, j'arrivais pas à mener un projet BD à bien et surtout j'avais pas le niveau forcément, la bande dessinée c'est très très exigeant. En échangeant là-dessus, il me dit moi je voulais toujours faire de la BD, j'avais une histoire, Roger le Lion, je suis un fan des Génies des Alpages, j'avais créé une histoire de Roger le Lion qui est le roi de la savane mais il est le seul à le savoir, tous les autres le prennent pour un débile. Et il me raconte son pitch, on échange là-dessus, ça me fait marrer et je fais un dessin avec Roger le Lion et un crapaud. Et le crapaud porte une couronne sur la tête et Roger lui dit mais Simon, mais c'est moi le roi. Et il fera ta gueule Roger, tu me gonfles avec ça. Ça fait marrer Bruno qui m'envoie un mail et qui me dit oh c'est trop bien, merci pour le cadeau, etc. Et 3-4 jours après, je reçois un mail qui me dit j'ai un projet un peu insensé à te proposer. Voilà mon numéro de téléphone. Appelle si tu l'oses. C'était assez étonnant parce que je l'avais jamais rencontré, ni Dave ni Nadan. On était en 2004, là où il m'a parlé de Une ombre sur Whitechapel, qui deviendra Mr. Jack en 2006, mais Une ombre sur Whitechapel, c'était un projet à l'époque, donc là il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est il y a plus de 20 ans. Il y a eu une grosse phase chez Cosmos et dans le jeu de société en règle générale de jeux à deux. Et le marché allemand étant le marché allemand, les jeux à deux ont été... Ça a envahi les magasins et surtout les prix ont énormément baissé. Je sais pas si tu te rappelles de ces boîtes que Tilsit importait pour le marché français et sûrement belge. T'avais la guerre des roses, t'avais Cité perdue, ce genre de choses. Et en fait, le marché s'effondre un peu pour le jeu à deux et Mr. Jack, malheureusement, il y a un plateau, il y a des jetons, des pions en bois. Et du coup, ça fait un jeu qui va dépasser les 25 voire 30 euros. Aucun éditeur ne veut signer Mr. Jack alors que il plaît beaucoup. Et c'est là où Patrice Vernet, qui tenait la maison d'édition Neuroludique, c'était un petit éditeur qui faisait ses propres jeux et qui faisait des micro-éditions en boîte à chaussures. Et Bruno me dit, il voudrait en faire 250 exemplaires. Je veux pas aller au-delà parce que je veux pas tuer la vie de Mr. Jack avec une micro-édition. Mais on les signerait, on les numéroterait. Est-ce que tu es prêt à l'illustrer? T'as Bruno Catala, l'auteur des Chevaliers de la Table Ronde, avec Ludovic Maublanc, l'auteur de Cash and Guns. Du coup, en plus, il m'envoie un proto. J'essaye le jeu avec un copain pendant que je bosse au cybercafé et on se régale. Et je me dis, mais il faut vraiment que je fasse ce jeu, en fait, c'est obligé. On débute cette rétrospective par l'année 2006, et 2006, c'est la sortie du premier vrai jeu qui d'abord passe par une micro-édition, Une ombre sur Whitechapel en 2005, mais c'est Mr. Jack. Là, c'est la boîte de l'édition New York qui a bien vécu. C'est tout déchiré. Moi, j'ai la totale, évidemment, de Mr. Jack. C'est un jeu que les spectateurs de la chaîne ont vu dans mon top 50. C'est un jeu qui est hyper important pour moi. Moi, je joue depuis 2004, même si j'ai eu
un passage un peu à vide, donc à peu près quand tu as commencé. Et Mr. Jack, ça a vraiment été un jeu qui m'a suivi pendant toute ma carrière de joueur, auquel je joue encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je trouve que les illustrations, ils sont pour beaucoup, parce que tu as eu ce défi de faire un jeu qui est à la fois assez abstrait dans son feeling, c'est-à-dire que y a beaucoup de calcul de déplacement, d'anticipation des coups de l'adversaire, de dire attends mais si je fais ça il peut faire ça, etc. Quel personnage est-ce que je lui laisse, etc. Donc il faut que le plateau soit très lisible, et en même temps c'est un jeu avec une certaine ambiance, puisqu'il y a de la déduction, mais de la déduction, comme j'aime bien l'appeler, sociale, qui va pas être basée uniquement sur un tableau Excel avec des infos que tu recoupes, mais qui va être aussi analyser le comportement de ton adversaire. Pour présenter le jeu, c'est un jeu asymétrique, on peut être l'enquêteur ou Jack l'Éventreur. Si on est l'enquêteur, le but est de trouver qui est Jack l'Éventreur, hein, façon Cluedo. Il a pioché une identité secrète en début de partie, et on doit arriver à trouver qui il est. Et ça, on peut le déduire en chopant des informations petit à petit, en déplaçant des personnages. À chaque fin de tour, le joueur qui incarne Jack l'Éventreur va dire « Jack est dans l'ombre ou dans la lumière », et en fonction, forcément, on va pouvoir éliminer une partie des personnages, ne plus avoir des soupçons dessus, mais on peut analyser aussi la façon dont il bouge les personnages. Est-ce qu'il va se précipiter sur celui-là? Qu'est-ce qu'il fait si je lui laisse celui-là, etc. Évidemment, ce Jack l'Éventreur peut bluffer, etc. Un grand défi pour toi, j'imagine, d'autant plus que c'était ton premier travail d'illustration de jeu de société, d'arriver à faire un plateau qui soit à la fois lisible et qui donne cette ambiance. C'est un jeu qui a un feeling de jeu abstrait dans ses mécaniques et qui en même temps a un thème très présent. C'était un double défi pour plein de raisons en fait. Moi j'ai toujours joué depuis que je suis tout petit, j'ai un petit frère qui est en fait mon cousin, c'est un peu pas compliqué, mais on a été éduqués ensemble et on a découvert les jeux de société et les jeux de rôle très tôt. Moi c'était 87, je crois, qu'on rentre pour la première fois dans une boutique spécialisée qui s'appelait La Vouivre à Avignon. Et on découvre les jeux de société modernes. Évidemment, comme beaucoup, tout le lycée, c'est beaucoup de jeux de rôle. Et puis à la fac, c'est belote, tarot et des apéros. Je redécouvre les jeux de société, donc beaucoup plus tard. Ça doit être 2002-2003. Et là, je redécouvre tous les jeux Asmodée, tous les jeux Service Compris, Elixir, Mort au Vif. Et là, les Days of Wonder qui arrivent, etc. Et je découvre que le jeu de société, il y a vraiment une patte de fou. On en avait déjà en France dans les années 80 avec Full Metal Planet, ce genre de choses. Mais là, vraiment, il y a une esthétique dans le jeu de société qui est assez incroyable. Et en fait, ma référence, c'est quand même les Chevaliers de la Table Ronde. Pourquoi? D'abord, outre le fait que c'est un de mes jeux préférés, et c'est un de ceux auxquels j'ai le plus joué depuis que je joue à des jeux de société, je pense. Mais c'est surtout que Julien Delval a cet incroyable talent, donc l'illustrateur de quasiment tous les Days of Wonder. C'est que si on regarde de près le plateau des Chevaliers de la Table Ronde, si on regarde de très près, c'est pas très joli. Il y a très peu de détails. Si on regarde de très loin, c'est d'une lisibilité absolue. Et à hauteur de joueur, c'est absolument parfait. Ça combine lisibilité et beauté à hauteur de joueur. Et le gars, il a vraiment compris ça. De part d'une fait, parce qu'il travaille en traditionnel, donc il a constamment le rapport de son plateau par rapport aux joueurs, et donc de l'œil, alors que moi, j'ai dès le début travaillé en numérique. Ensuite, il y avait un autre truc à prendre en compte pour Mr. Jack, c'est que moi, j'avais envoyé à Bruno des dessins plutôt humoristiques. Et c'était plutôt le genre de dessin que je faisais, qui était plus rapide à faire, en fait. Et parce que mes sources d'inspiration, c'est un mélange entre Gottlieb et Hugo Pratt. Donc entre Corto Maltese et Gottlieb, il y avait un écart et j'aimais bien faire du gros nez et des grands yeux et c'était rigolo. À ce moment-là, au moment où on commence à travailler sur une ombre sur la chapelle, je lui demande ce qu'il veut. Et lui a entendu parler du futur London 1888 de Damien Maric. Mais là, c'était vraiment du travail hyper graphique, hyper sombre, hyper darky. Ce que Bruno ne veut absolument pas. Bruno veut quelque chose d'au contraire coloré, plutôt un aspect doux, parce que ça reste un jeu qui est idéal en couple. Mr. Jack, c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs et qui a eu énormément de succès en couple. Et en fait, le fait de le thématiser et de le rendre accueillant au premier regard, ça, parce qu'un peu coloré, ça a vachement joué, je pense, dans la part de son succès aussi, quelque part, dans la perception que les gens avaient de ce jeu, qui est, comme tu dis, très stratégique et assez austère dans les mécaniques, mais qu'on a essayé d'alléger un tout petit peu dans les visuels. Et donc on voulait s'opposer à ce qu'avait fait London 1888. C'était très beau, mais on voulait vraiment quelque chose de très différent.
De plus, Hurricane, donc par l'intermédiaire de Yves Menu, le fondateur de Hurricane, est un monsieur qui tient des boutiques de jeux de société en Suisse et qui a une particularité qui est assez rigolote parce que j'ai beaucoup bossé avec lui et ça s'est souvent retrouvé. Il ne veut aucun signe de violence, représentation de violence dans ses jeux. Il ne veut pas de tête de mort, il ne veut pas de sang, ne veut pas d'armes, ne veut pas ce genre de choses. Donc il y avait la couve de Une ombre sur Whitechapel où on voit la main d'une femme tuée, mais on voit juste sa main. Donc on est resté sur cette idée-là, il n'y a évidemment pas de sang. Mr. Jack qui court dans le fond a quand même un couteau parce qu'il y a un moment il faut bien qu'il les tue avec quelque chose. Et Bruno savait que ça se passerait comme ça, donc l'idée de garder du coloré était assez importante. C'est là où on a commencé à travailler pour Une ombre sur Whitechapel. C'est le seul travail que j'ai fait en 70 jeux illustrés à peu près, que j'ai fait à moitié en traditionnel et à moitié en numérique, c'est-à-dire j'ai fait le dessin en traditionnel et la couleur en numérique. À l'époque, les premières couleurs sont faites à la souris, ce qui n'était pas un rendu fabuleux. Moi, au début, je faisais mes bâtiments, je faisais ce plateau, je respectais bien les hexagones que Bruno m'avait envoyés, mais je voulais que ça soit beau. Donc j'envoie de la couleur, et puis surtout, je commence à mettre des pavés partout, en fait. Parce que Whitechapel, à ce moment-là, il y a des rigoles au milieu pour les égouts, il n'y a pas d'égouts. Je mets des pavés de partout et Bruno me dit c'est un calque à part. Et pour le coup, littéralement, c'était un calque à part. J'avais un dessin sur calque avec des pavés. Et je lui dis oui, c'est un calque à part. Il me dit tu me le vires. Je dis mais ça va être laid. Il me dit je m'en fous que ça soit laid en fait. Il faut que ça soit vraiment lisible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un joueur de Mr. Jack doit se poser la question est-ce que je peux aller là? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux cases? Et ça a été hyper formateur dès mon premier jeu parce que Mr. Jack est effectivement pas hyper simple à illustrer dès le départ, quoi. Oui, on voit bien sur le plateau, hein, il y a une différence assez nette entre les cases où tu peux marcher ou pas, et effectivement, ça fait un petit peu vide. Il y a vraiment une nuance qui est très forte entre les deux, mais je suis d'accord, c'est indispensable, et ça va être un des enjeux du métier d'illustration de jeux de société, c'est qu'il faut privilégier l'ergonomie, la lisibilité à la beauté, à l'esthétique, en fait. Illustrateur de jeux de société, pour le coup, a vraiment cette particularité-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à rendre ergonomique des mécaniques, les rendre si possible jolis, mais le si possible est vraiment très important. C'est-à-dire que tu ne peux jamais nuire à la jouabilité de ton jeu, particulièrement sur un jeu comme Mr. Jack. Un jeu comme Dixit, etc. Laisse énormément de place à l'illustration. Mais pour un jeu comme Mr. Jack, c'est tout sur la jouabilité, quoi. Mr. Jack, c'est un jeu qui va avoir, tu l'as dit, un certain succès, hein, notamment grâce à cette accessibilité graphique qui est assez engageante. Et le jeu va avoir rapidement une première extension. Vous allez ajouter 5 autres personnages. L'extension, moi je la possède, j'en ai fait quelques parties, et je trouve que elle casse un petit peu tout l'équilibre du jeu de base qui est vraiment très travaillé, où chaque personnage a une fonction précise, etc. Là, tu dois revoir le casting, donc c'est un peu plus fragile d'ajouter des compétences, etc. Mais du coup, toi, ça a fait des nouveaux personnages à illustrer, 5. Un homme chauve-souris, là, qui a dû être assez rigolo. Springer Hill, une espèce de Batman légendaire. Pour le coup, Bruno aimait bien que chaque personnage ait une vraie connotation historique. L'extension, c'est un peu imposé d'elle-même, c'est-à-dire que le jeu, il sort à Essen 2006, et ce qui fait que ça crée ma carrière par la suite. C'est-à-dire que moi, je demande à Bruno, on est devenus potes avec Ludo et Bruno, et je lui dis, Essen, ça fait envie, etc. On était au mois d'août, et il me dit, mais viens. Je dis, mais je viens pourquoi? Enfin, il me dit, pour trouver d'autres contrats, etc. C'est bien de te montrer, etc. Et je lui fais, moi, j'adorerais dédicacer. Il me dit, mais ouais, mais fais des dédicaces. Et je lui dis, mais tu crois vraiment que les joueurs et les joueuses vont aimer qu'on leur salisse leur boîte? Il me dit, je crois que ça s'est jamais fait. Donc, j'ai vu des séances dédicaces dans des boutiques, quand Julien Delval, par exemple, faisait des dédicaces des chevaliers à Fireball ou ce genre de choses. Mais sur un SN, il n'y avait pas. Et je me pointe, et donc c'est le mercredi, je fais la route avec Serge et les deux Bruno en voiture. Donc avec Avignon, moi je pars d'Avignon avec Bruno Fedouti, on s'arrête chez Serge Lager à Lyon et on prend Bruno Catala au passage. Et on finit notre trajet sur SN, on a fait ça pendant 3 ou 4 ans, je crois, d'affilée. Et en fait, je me retrouve là, le jeudi matin, quand le festival, le salon ouvre, le jeu a déjà fait son petit buzz sur Trick Track à ce moment-là. On est un peu attendu parce que Une ombre sur Whitechapel avait été un succès fou. Les 250 boîtes avaient été vendues en 3 jours, je crois. Un gars se pointe, demande une dédicace à Bruno. Bruno dit, moi je suis à côté de lui, mais je sais pas trop quoi faire en fait de ma vie, quoi. Je suis là, j'avais fait des cartes de visite, j'avais des crayons, des feutres et tout, mais j'osais pas les sortir. Et Bruno dit, ça c'est Pierrot, c'est l'illustrateur. Et le gars en fait est sur Trick Track, et à ce moment-là je suis très actif sur Trick Track parce que je suis joueur et parce que je trouve ça cool. Et il me dit, je peux avoir un dessin? Oui. Avec plaisir, et c'est un rêve d'enfance. C'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, que j'ai fait ma première dédicace de BD en tant que lecteur, je rêvais de faire une dédicace. Et là,
je prends mes feutres, je tremble à moitié. Je lui dis, vous avez un personnage préféré? Il me dit, bah, Bruno, parce qu'il y a des personnages qui ont la tête de Bruno et Ludo. Et il me dit, je voudrais Bruno nu. Donc là, ça me détend vachement. J'arrête de trembler, ça c'est déjà bonne chose. Mais surtout, je réalise un truc, c'est que je m'étais fait à l'idée que j'allais dédicacer, mais je me retrouve dans une boîte. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas comment poser ma main. Je ne sais pas comment m'asseoir. Les premières dédicaces sont d'une laideur. Mais d'une laideur, c'est incroyable. Par contre, j'en fais une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Du coup, Yves Menu m'installe sur un tabouret, derrière un comptoir. Et là, bah, du coup, jusqu'à dimanche 15h, le moment où on devait partir, je ne suis jamais levé de ma chaise, en fait. C'était fou. Et c'est à ce moment-là, en fait, deux choses, ça a créé un buzz absolument fou sur ce SN. Alors, c'était pas que parce que c'était mes illustrations et que je dédicaçais, mais parce qu'il y avait un vrai engouement autour du jeu. On était tombé 2 ou 1 même au fair play, il y avait un gros buzz, on était tombé en rupture, je crois, pendant le festival. C'était assez fou. Et en fait, du coup, le jeu s'est installé très vite, très fort. Moi, j'ai rencontré d'autres éditeurs, ce qui va donner lieu à d'autres projets par la suite, mais surtout, Mr. Jack devient assez instantanément un énorme succès. Et puis, bah, donc, cette extension, elle va bien fonctionner, et va naître l'idée d'un nouveau standalone, donc la boîte que je montrais, Mr. Jack à New York, que j'aime aussi. On sent que c'est une deuxième boîte, c'est-à-dire qu'on peut y jouer sans avoir joué au précédent, hein, les deux boîtes sont indépendantes, mais c'est plus joueur, c'est plus énervé, les pouvoirs. Dans le jeu original, c'est un petit peu plus facile d'être enquêteur que d'être Mr. Jack. Ici, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que Jack peut se cacher dans des parcs, etc. Dans le jeu de base aussi, il peut s'enfuir, mais là, il a des autres moyens de s'enfuir par des bateaux, et on peut très vite se prendre une claque en tant qu'enquêteur, où Jack se faufile dès les premiers tours de la partie, donc il est un peu plus piquant. Cette idée que ça se passe à New York... Ça vient de Bruno et Ludo. Alors je sais que c'est le préféré de Bruno, je pense qu'il hésite entre Pocket et New York, mais c'est vraiment, c'est son niveau de joueur, c'est-à-dire que je jouais beaucoup avec Mr. Jack avec lui, j'ai dû peut-être gagner une partie sur 10, sur 50 contre Bruno. Mr. Jack New York, j'ai même pas essayé d'approcher la moindre victoire contre lui. Il est imprenable et le jeu est beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire que quand tu maîtrises Mr. Jack New York, il y a une vraie différence de niveau qui se fait entre les deux joueurs et joueuses, c'est sûr et certain. Je pense que ça venait de Bruno parce que, en fait, il a toujours voulu que les personnages soient des personnages sortis un petit peu de l'époque. Le Goodley, Albert Line, ces noms-là qui revenaient dans Mr. Jack et dans l'extension, étaient des personnages qui avaient une vraie assise historique. Et pour New York, il voulait faire pareil, et surtout, il voulait construire ce plateau, puisque le plateau, en fait, est très vide, ce qui donne un plateau absolument ignoble, faut être franc. Et l'idée, c'était de construire le plateau au fur et à mesure, en rajoutant des bâtiments. Et pourquoi ? Parce que New York se construisait à cette époque-là, et il y a une des pistes de recherche par rapport au Jack l'Éventreur qui aurait existé pour de vrai, c'est qu'il se serait barré à New York, en fait, puisqu'on aurait retrouvé des crimes semblables à New York, en 1898 ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'on voit Jack arriver en bateau, en fait, à New York, qui est une ville en pleine construction, et qui du coup justifiait le fait que le plateau, les bâtiments naissent au fur et à mesure en fait. C'est une des nouveautés de gameplay, c'est que dans les pouvoirs des personnages, maintenant on peut ajouter des tuiles au plateau, on peut mettre des nouvelles bouches d'égout, on a un personnage qui peut avancer sur les chantiers, etc., et les traverser. Et bah oui, ça du coup, ça a dû aussi te créer des défis, parce qu'il fallait arriver à créer ces tuiles comme des éléments indépendants, mais qui allaient s'imbriquer dans le plateau de façon homogène. Personnellement, je suis pas très bon pour faire les voitures, les bâtiments, tout ce qui est perspective en fait. Comme je suis plus ou moins autodidacte, alors j'ai fait les Beaux-Arts quand j'avais 8 ans, jusqu'à mes 15 ans, après je suis rentré en lycée spécialisé art plastique, mais c'était plutôt art contemporain. Moi, secrètement, je voulais faire de la bande dessinée, mais en vrai, je suis une grosse feignasse, et tout ce qui est perspective, tout ce qui est règles, autant l'anatomie, j'aime dessiner des personnages, autant moi, dessiner une table, ça me gonfle. Et je dois avouer, tout ce qui est bâtiment, c'est pas mon élément de cœur. Le plateau de Mr. Jack, j'étais content parce que le côté toonesque me permettait une petite déformation qui, du coup, cachait mes erreurs de perspective, donc ça, c'était OK. La présence sur table, c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler. La présence sur table d'un jeu de société, genre les Days of Wonder, déjà, t'amènes la boîte sur la table, tout le monde a envie de jouer, tu ouvres le plateau des Aventuriers du Rail. C'est incroyable. L'envie de jouer, elle est instantanée pour tout le monde, je pense, vraiment. Et en fait, Mr. Jack, premier du nom, avait ce plateau un peu généreux, un peu chatoyant, etc. Et c'était cool. Et là, Bruno me montre le proto de Mr. Jack New York, et me montre le proto pour me montrer le proto, on joue. Et là, je vois ce plateau vide.
Et je lui ai dit, mais Bruno, il se remplit dans quelle mesure? Il se remplit un peu comme on veut. Et là, je me suis dit, oh là là. Et là, effectivement, quand tu déplies le Mr. Jack New York édition 2008, ça pique vraiment les yeux quand même. C'est très vite, c'est très gris, les couleurs sont hyper saturées en plus, parce que je pense qu'à ce moment-là, je prends l'eau sur le plateau et ça me panique, et je crois que je pousse des potards un peu loin pour équilibrer, pour habiller le truc, et ça marche pas en fait. C'est vraiment très très laid. Mais c'est justifié par le fait que c'est un jeu de société. J'ai le droit de faire du moche. Autour de 2010, il va y avoir une nouvelle déclinaison, Mr. Jack Pocket. L'idée de reprendre un petit peu la logique asymétrique, il y a un enquêteur et Jack, on a des tuiles, les personnages tournent autour des tuiles, il y a cette mécanique d'ombre et de lumière, etc. Mais pourquoi on en parle, Pierrot? Parce que c'est pas toi qui as fait les illustrations, c'est Jean-Marie Minguez. Non, c'était prévu que ça soit moi au tout départ, puisque le projet était dans les tuyaux depuis assez longtemps. Alors en sachant qu'en plus c'était un Mr. Jack que je trouvais très fun, moi j'avais un peu l'espoir que le Pocket implique que ça soit un plus facile. Non, c'est encore plus stratégique, je crois, que n'importe lequel des Mr. Jack, et Bruno est un tueur à ce jeu. On avait fait, je me rappelle, c'était SN 2008. Il m'avait fait faire 3-4 parties sur le comptoir. Alors, ça a duré 10 minutes, hein, c'était parfait. Mais il m'ouvrait en deux, c'était terrible. Et j'étais censé l'illustrer, parce que j'étais, entre guillemets, l'illustrateur de Mr. Jack. Mais il s'avère qu'entre-temps, avec Hurricane, on avait fait Hurrycup, de Antoine Boza, qui était sorti en 2008. Je travaillais sur un prochain projet pour Hurricane, qui était un jeu d'Antoine et Bruno. Antoine Boza et Bruno Catala. Et qui s'appelait Clocodile à l'époque, qui deviendra Dr. Shark chez Hurricane. Le projet avait déjà une histoire assez chargée auprès d'Asmodée, puisque le jeu devait s'appeler Toltec, devait sortir chez Asmodée, puis finalement il a été annulé par Asmodée. Bruno et Antoine le placent chez Hurricane. C'est un jeu qui est assez galère. Moi je connaissais le proto, j'avais joué à l'état de proto à Cannes, au off d'ailleurs, à l'époque où le off c'était 40 personnes et où on était entre nous. Et j'avais joué au proto de Toltec avec Antoine et Bruno, que j'avais adoré, je trouvais ça très cool. Le jeu est annulé, retombe chez Hurricane. Et moi, déjà, Hurrycup, j'avais déjà pas mal souffert, et je savais que ce jeu allait être difficile à illustrer. Et Bruno veut que ça soit moi, et il m'appelle et il me dit, Viro, j'aimerais bien que tu rebosses avec Hurricane, on a un projet là sous la main. Et je lui dis, ouais, petite pause, ça serait bien. Il me dit, ça sera Peter Pan. Il savait très très bien ce que ça voulait dire pour moi, c'est-à-dire je disais oui de suite, je voulais illustrer un jeu, j'adore le monde de Peter Pan. Y faire un jeu de société, c'était parfait. En plus, c'était ce fameux jeu que je trouvais vraiment très très cool. Antoine me dit, fais gaffe, à illustrer, ça va être une plaie, parce qu'il y avait des objets en forme de puzzle, machin, qui étaient très compliqués, avec des vraies contraintes techniques. Et on se lance sur le projet, j'avance bien, je fais toute la partie très difficile, c'est-à-dire les objets, justement, qui doivent être piochés dans un sac, et la couve. J'y passe énormément de temps. Et du jour au lendemain, Yves Menu revient vers moi, il me dit, Asmodée trouve que ça fait trop enfant. J'ai jamais trop su si c'était lui ou Asmodée qui trouvait ça trop enfant. Bref, problème de cible, problème de distribution, il m'annule le projet du jour au lendemain. Moi, alors pour l'explication, quand un illustrateur travaille sur un projet, d'abord on lui propose un projet, l'illustrateur fait un devis, ce devis est accepté. À l'époque, on tapait dans la main, ça faisait office de contrat. Ça a changé depuis, c'est pas pour le plus mal, mais c'est vrai que pendant très longtemps, moi, un tapage de main, ça marchait pour tous les contrats du monde. Et à ce moment-là, l'illustrateur va se bloquer un planning, l'éditeur te donne une deadline, c'est-à-dire une date de rendu de fichier, parce que le jeu va sortir à telle date, qu'il est fabriqué là, que ça va prendre tant de temps de transport, etc., etc. Donc moi, je me bloque à peu près 3 ou 4 mois pour le fameux Clocodile, j'y passe 2, et au bout de 2 mois, il m'annule le projet. Et à ce moment-là, je dis, ouais, mais moi, les 2 mois qui restent là, j'en fais quoi? Parce que je peux pas, du jour au lendemain, trouver des projets pour remplacer. Et à ce moment-là, on va pas se mentir, c'est le début de ma carrière, les projets, il faut que je les enchaîne. Parce que 2 mois de trou, c'est 2 mois où il n'y a pas une seule rentrée d'argent, et c'est pas possible. Ça s'envenime un petit peu dans l'échange. Du coup, je claque un peu la porte fort, comme mon petit caractère me le permet. Et du coup... Yves Menu se décompose pas, il me dit bon, maintenant on peut attaquer Jack Pocket. Par respect pour ton audience, je vais pas dire les mots qui sont sortis de ma bouche, mais en clair c'était non. Et donc du coup, Bruno et Ludo étaient assez déçus, mais Bruno voulait voir le jeu sortir de toute façon, et donc il est parti en recherche de Jean-Marie Minguez qui a fait un taf de ouf, etc. Et assez régulièrement on m'amène des boîtes de Mr. Jack Pocket et où j'explique que ça se voit que c'est pas toi. Ça se voit que c'est pas toi, mais ça fonctionne aussi, je trouve. Ouais, et puis après, tu sais, les gens, ils se posent pas trop de questions. C'est cool parce qu'il est né une très bonne amitié avec Jean-Marie Minguez, qui est un gars formidable. Tu claques un peu la porte d'Yves Menu, mais 10 ans plus tard,
en 2016, il va y avoir une ressortie de Mr. Jack pour les 10 ans. L'occasion pour toi de faire fructifier toute l'expérience que tu as accumulée entre-temps. Et là, tu vas être OK de le refaire. C'est d'abord passé par un appel de Bruno. Ah bah, on est amis depuis à ce moment-là 10 ans. Bruno, bah, on lance le projet en 2015, je pense. Et Bruno m'appelle, me dit Pierrot, j'aimerais bien qu'on fasse une version pour les 10 ans de Mr. Jack. Est-ce que tu serais partant? Je sais que Hurricane, tu es resté un petit peu borné sur l'idée. J'ai dit écoute, bon, allez, de l'eau est passée. Après, j'avais pas rééchangé avec Yves Menu, je m'en foutais un peu. Je disais pas forcément qu'Yves Menu avait tort ou raison dans l'histoire de ce fameux jeu annulé. C'est juste que ma situation avait été compliquée et que ça m'avait gonflé. Et là, Bruno me dit, j'aimerais bien qu'on le fasse. J'ai dit, dis à Yves de m'appeler. Et on voit en fonction. Yves m'appelle, me dit, bon, ok, on se lance. Est-ce que tu serais ok? Je dis, on boit un coup, on se retrouve, on boit un coup, on en parle à Cannes ou un truc comme ça, et on met ça en place. Et ça se fait, le contact, au début je suis un petit peu sur la réserve, mais effectivement j'ai très envie de le faire, c'est un jeu qui a marqué ma carrière, c'est un jeu où tout démarre en fait, donc c'était assez important pour moi de le faire. J'avais envie de remettre à jour parce que, après c'est toujours pareil, ça te met un petit peu un geste de recul sur ce que tu as fait, sur les 10 ans de carrière approchant, tu regardes un petit peu en arrière et tu te dis, quand même des choses qui ont pas mal vieilli, dont Mr. Jack. Mr. Jack c'était quand même dur. Et surtout, il y a un truc qui me plaît beaucoup à ce moment-là, c'est que Yves a eu une idée, et que je trouve excellente, c'est qu'il décide de vieillir tous les personnages de 10 ans. Et je trouve ça trop fun, en fait. Je trouve que c'est trop cool, parce que ça va me permettre de revisiter les personnages, mais en apportant quelque chose de plus, en m'éclatant à nouveau, etc. Et là, on part sur un style beaucoup plus réaliste, bien content de mon plateau. Ça prend vraiment plus de gueule. La couve encore un peu sombre, mais c'est Mr. Jack, c'est un peu particulier. Ça demande d'être de nuit avec des éclairages assez tranchés. Et c'est de là d'ailleurs qu'est partie l'idée de faire un book qui retrace mes 10 ans de carrière à ce moment-là, un livre, un hardbook. Parce que c'était rigolo de commencer par Mr. Jack, une ombre sur Whitechapel, et finir par Mr. Jack 10 ans au moment où il sortait. En fait, c'était plutôt amusant. Et vous allez aussi refaire Jack à New York, et là tu vas faire le choix de la neige. Quand on fait Jack 10 ans, je me dis à un moment ils vont me revenir dessus pour Jack à New York, et ça m'angoissait, mais genre 2 ans avant ça m'angoissait déjà, je crois. Je faisais mon plateau de Mr. Jack 10 ans et je me disais s'ils me redemandent de faire New York, comment je fais quoi? Quand ils sont venus pour me dire on ferait bien un Mr. Jack New York, j'ai commencé par la couve qui, sans aucune forme de prétention, et peut-être une des illustrations que je préfère de celles que j'ai réalisées. En fait, le brief de Hurricane était assez particulier, c'est soleil levant ou soleil couchant, je sais plus, sous la neige. Déjà, moi, dans ma tête, je me dis, sous la neige, déjà, on voit pas le soleil, donc c'est compliqué. Et il y a cette espèce de couve jaune qui ressort avec des gros flocons, et je trouve que l'image marche super bien. Et à partir de là, de toute façon, il faut que j'enlève le pansement, je fais les personnages, etc. Puis je me dis, il faut faire le plateau. Et le plateau, au début, je pars sur une idée de faire un plan de New York qui me permettait de faire un plateau moche, mais c'est pas moi, c'est un plan. Et le problème, c'est que ça complique énormément pour que ça se voit que c'est un plan. Il faut qu'il y ait des pliures, il faut qu'il y ait des usures sur le plateau, etc. Je suis pas graphiste dans l'âme, je suis plutôt illustrateur. Ça marche pas du tout. Bruno est pas convaincu du tout. Et donc, je me dis, à un moment, il va falloir faire ce plateau. Et j'y ai passé, je pense, 2 mois sur le plateau. Mais c'était, on a mis de la neige, on enlevait la neige, on rajoutait la neige, on mettait les flocons à des endroits pour pas que ça nuise à la lisibilité, etc. Et au final, je trouve que c'est un beau plateau. C'est-à-dire, je trouve que la version 10 ans de Mr. Jack New York est assez belle. Et a une belle présence sur table, par rapport, en tous les cas, à celle de 2008, qui est vraiment dégueulasse, quand même. Certains ont peut-être vu passer un post sur les réseaux sociaux. Il y a eu, à un moment, une hypothèse, une tentative de faire une belle version Deluxe 20 ans de Mr. Jack. Et puis, ça s'est pas fait. Pourquoi? Pourquoi, on saura jamais, je sais pas vraiment. Enfin, même si j'ai des pistes, on a des pistes de réponse. Mais Bruno me dit, l'été dernier, me dit, Pierrot, j'aimerais bien qu'on fasse un truc pour les 20 ans, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Yves vient à lui pour lui demander, est-ce qu'on ferait pas un truc pour les 20 ans? Go. Donc là, on est en septembre, il faudra rendre au 31 janvier, parce qu'il faut que ça sorte pour Essen, donc 2026. Hurricane, ils sortent quasiment plus de jeux, en fait. Donc, Non. c'est ça, Non, la depuis structure 2000. existe toujours, mais il y a plus de nouveautés, quoi. Donc c'est ça aussi. Non, depuis 2021, je crois qu'ils ont rien sorti, quoi. Moi, je vois quand même l'ampleur du travail parce qu'ils veulent faire une version de luxe, donc avec figurines, etc. Je pense que ça a été le point qui fait que ça ne se fera pas. C'est parce que sortir un jeu à 2 dans le marché, dans le contexte actuel, à un jeu à 2 qui a 20 ans, même si c'est un classique, ça reste un vieux classique de 20 ans.
Le sortir à 50 balles, ça risque d'être une édition premium un peu boudée par l'ensemble des acheteurs quand même, je pense, tu vois, il faut pas non plus se leurrer. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, Bruno et Ludo doivent livrer un prototype fini après Essen. Et donc là, on est à 1 mois d'Essen, mais moi, je commence déjà le boulot un peu fort, parce que je sais que sinon, si on attend le retour d'Essen, de se mettre en place, etc., jamais je serai prêt pour le 31 janvier. Il y a les fêtes, il y a Essen, Et donc, je me mets au boulot, et puis en rentrant d'Essen, Hurricane annule le projet, comme ça. Donc les 4 mois que je m'étais bloqué, bis repetita, hein, donc les 4 mois là, c'est pareil, c'est le même topo, tu t'es bloqué 3-4 mois de taf, t'as déjà attaqué le boulot, après, à l'ancienne, hein, old style, tapage dans la main, go, on est parti, comment ça pouvait mal se passer? Mais c'est comme ça. C'est des trucs qui sont très compliqués à gérer en tant qu'artiste indépendant, parce que on n'a pas de chôme nu, on n'a pas d'arrêt maladie, on n'a pas ce genre de choses. On se retrouve le bec dans l'eau, et puis voilà, donc c'est comme ça, quoi. Ça, t'avais pas touché d'avance ou quoi que ce soit Non, ça, c'est une histoire mal goupillée. Soi-disant, j'aurais pas dû attaquer plus tôt parce que c'était pas le but, mais à la fois, si j'attaquais pas plus tôt et que le projet se faisait, j'aurais jamais pu le faire, en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a un moment où chacun aura sa propre version de l'histoire. Et l'idée, c'est surtout avec Bruno et Ludo, on est très déçus parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. D'abord parce que humainement, on est devenus amis tous les trois et que c'était une belle histoire à raconter et que c'était une belle façon de clôturer le truc. Il y avait des idées, il y avait des envies, il y avait vraiment des trucs à faire autour de ça. Moi, ça fait très longtemps que voilà, idéalement, il y a un moment aussi, il a été question que je refasse Mr. Jack Pocket, mais comme tu dis, Hurricane n'a plus sorti de jeu depuis un moment, mais j'étais censé refaire Mr. Jack Pocket. On était censé reprendre le Fantôme de l'Opéra, qui est une version de Mr. Jack, pas de Mr. Jack en fait, mais avec les mécaniques de Mr. Jack, qui avait été illustré par Jean-Marie Minguet. Je devais le reprendre aussi, et tout ça, ça a pas vu le jour. C'est dommage, c'est très frustrant. Je sais que ça a pas mal affecté Bruno, moi aussi, pour moult raisons, tant financières que personnelles. Mais voilà, j'avais commencé un croquis de couve parce que j'avais avancé les personnages pour trouver le style des personnages. J'ai échangé beaucoup avec Bruno pour lui montrer, pour lui voir où il voulait qu'on aille, etc. Est-ce qu'on revenait un peu au toon? Est-ce qu'on revenait au plus réaliste, etc. J'avais fait plein de pistes. J'étais assez content du résultat qu'on obtenait à ce moment-là. Je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre, donc j'ai fait ma couve finale. Mr. Jack, c'était en 2006, et puis là, on arrive en 2007, et tu vas illustrer un jeu du grand, de l'immense, du prolifique Rainer Knizia, Dr. Rainer Knizia. En garde, qui est un jeu de combat à l'escrime, qui était sorti déjà dans les années 90, sous une précédente édition. C'est souvent le cas avec Rainer Knizia, il a moult rééditions de ces jeux. C'est chez Ferti, par l'intermédiaire de Cédric Huet. En fait, je rencontre Cédric Huet à Essen 2006 pendant la sortie de Mr. Jack. En fait, il a son stand qui est en face de Hurricane. La dédicace crée une file d'attente. Donc, du coup, c'est là où je rencontre Hicham de Matago, Thomas et Cédric de Repoprod et Cédric Huet qui est en face. Et on sympathise, et comme on se voit tous les jours et qu'on est là tous les jours ensemble, l'un en face de l'autre, et me dit si un jour j'ai un projet, je t'appelle. Alors, c'est cette phrase de politesse qu'un illustrateur entend beaucoup, c'est pour habiller le truc. Mais moi, je connais Ferti. Ferti, ils font pitch car, le pastrap, ce genre. Mais ils font des jeux en bois, en fait, qui sont pas illustrés. Je lui dis, oui, tu vas m'appeler. Et un jour, il m'appelle pour de vrai. Et il m'envoie un mail d'abord et il me dit, viens, on s'appelle. Donc, on s'échange les téléphones et il m'appelle pour faire un En Garde. Donc, je connais En Garde de nom. C'est un jeu du Dr. Knizia qui, déjà à l'époque, est une resta de l'espace, quoi. Et je me dis, oh, trop bien, quoi. Et il me dit, ouais, mais attends. Parce que j'aimerais faire les choses en grand. Et là, il me décrit le truc, il veut faire un plateau en 3 dimensions avec des figurines en métal, avec un décor, comme une espèce de scène de théâtre, avec des marches et tout, alors que c'est un jeu de cartes à 8 balles, qui doit se vendre à 6 balles en Allemagne, à Essen. Et j'ai dit, ok, t'es sûr qu'on fait ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Mais quand t'es illustrateur, que tu débutes, c'est mon deuxième projet, tu dis non à rien déjà, d'une part. Le gars, il veut plus d'illustrations, tu l'encourages à en faire encore plus, mais surtout, c'est un projet fou, en fait. C'est un projet complètement fou, parce qu'il va aller plus loin que tout. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à illustrer un En Garde en 3D, avec des figurines, que Dr. Knizia m'aura fait dédicacer en 2007, à Essen 2007, avec son petit nœud pape et tout, en me disant que j'avais fait du bon travail. C'était une grande fierté pour moi.
parlais d'Hurricane et de la relation compliquée que tu as eue avec Yves Menu, tu vas travailler sur un jeu d'Antoine Bauza, Hurry Cup, qui n'est pas le Antoine Bauza le plus connu, ni celui qui a eu le plus de succès, tu te rattraperas ensuite. Et Hurry Cup, c'était au départ thématisé autour des fous du volant, hein, donc c'est un jeu de course, et cette série de cartoons avec des pilotes complètement fantasques, dont les plus connus sont Satanas et Diabolo. Ton style assez cartoon était a priori parfait pour illustrer ça, sauf que Yves Menu en a décidé autrement. Ouais, alors Yves Menu, et à ce moment-là, c'est Bruno Catala, et aussi, il aide beaucoup Yves à développer les jeux, etc., même quand c'est pas ses jeux à lui, parce qu'ils sont assez proches, et je crois même que Bruno, à ce moment-là, travaille pour Yves ponctuellement. Pour la petite histoire, la rencontre avec Antoine Bauza est assez rigolote. En 2007, Bruno Feduti et moi, on est voisins, c'est-à-dire que moi, j'habite à Aix-en-Provence, il habite à Avignon à ce moment-là, et avant même que je sois illustrateur de jeux, toutes les semaines, soit j'allais chez lui avec la bande d'Aix, sa bande de testeurs à Aix, parce qu'il a toute une bande, Marc Lemonnier, Jeff Gontier, Ciao. C'est toute une bande de vieux copains qu'il a, qui font les ludopathiques tous les ans. Et toutes les semaines, on se réunissait soit chez Bruno, soit chez Marco, des trucs comme ça, pour jouer à des protos, des nouveaux jeux, des trucs comme ça. C'était vraiment un rythme quasi hebdomadaire. Et on est déjà bien potes avec Bruno à ce moment-là. Il a invité à Bourgoin-Jallieu, un festival près de Lyon. Donc on fait des séances de dédicaces, machin, etc. Moi, je suis tout le temps avec Bruno, il y a Serge. Et on rencontre Serge à un atelier. Il m'avait demandé de faire des illustrations pour ça. C'était un atelier de proto. L'exercice de Serge était de... j'ai du matériel. Moi, j'avais illustré des pions, pas de thème, mais des trucs. J'avais fait des cartes, des machins. Et il me dit, j'aimerais faire venir des gens et leur faire travailler sur un proto avec contrainte. Le matos, c'est les matos qu'ils ont devant eux. Et là, on a une petite table de jeunes avec un certain Antoine Bauza, Mathieu Housset, la petite bande de Bauza, en fait, qui sont toujours des potes de la cafetière, etc., qui se pointent et qui passent un moment excellent avec Serge. Serge se régale, il aimait beaucoup ce genre de choses. Et puis du coup, je commence à sympathiser avec cette table parce que j'ai pas grand chose à faire. Et au bout d'un moment, Antoine se lève et je dis, mais tu fais des jeux? Il me dit, ouais, ben là, et il me fait essayer deux protos. Il me fait essayer Rock Band Manager, enfin, qui deviendra Rock Band Manager des années plus tard. Et il me dit, et là, j'ai un proto avec des pandas. Il me dit, à deux, c'est pas génial. Je fais, attends, on va trouver des gens pour jouer. Et là, on se connaît très peu, mais moi, je connais déjà les deux Bruno, et les deux Bruno sont en train de discuter. Je vais voir les deux Bruno, donc Catala et Feduti. Je leur dis, il y a Antoine, il a un proto, ça vous dit qu'on teste? Comme ça, il aimerait avoir un retour. Et Antoine me dit, c'est chaud là quand même, comme table de test, c'est chaud, les deux Bruno, c'est... Je lui fais, vas-y, on y va. Et en fait, coup de cœur des deux Bruno et de moi, Takenoko est un jeu super. Bruno, on fera même un article sur son site web à l'époque. Et c'est un peu comme ça qu'est née notre amitié avec Antoine, sur cette espèce de rencontre un peu improbable, hein, en train de faire manger des bambous à un panda. On deviendra très très amis par la suite, et c'est comme ça qu'il me montre le proto de ce qui deviendra Hurry Cup, qui à l'époque s'appelle Les Fous du Volant. Les Fous du Volant est présenté à Yves Menu, parce que Bruno le connaît, Hurricane décide de le faire, et là, le beau des projets que tu décris, c'est devenu des courses de vieux bolides dans les années 30 à Monaco. Et alors, comme je te le disais tout à l'heure, je déteste faire des tables, et le pire, c'est les voitures. Les voitures, c'est que des règles, il faut faire des ellipses en perspective, il faut faire des pneus, faire des pots d'échappement, il faut faire des... Bref, d'un truc complètement cartoonesque, complètement barré, qui allait me permettre d'aller plus loin même que d'habitude, je me retrouve à essayer de chercher des docs, de photos horribles des années 30, de bolides des années 30, de mettre ça en perspective, avec des personnages un peu bourgeois, aventureux, autour de... Enfin bref, le truc horrible. C'est super dommage parce que du coup, ce jeu, ni Antoine ni moi nous retrouvons vraiment dans le proto, alors que c'est un proto très fun, c'est un espèce de Jungle Speed un peu plus tactique, c'est fun pour le coup. Mais voilà, le thème nous sort complètement du truc. Pour la petite histoire, c'est une des couves que je trouve les plus horribles de ma carrière. Et évidemment, les deux hommes incroyables de goût à Essen, où c'est sorti, donc Essen 2008, Thomas Provost et Mathieu Despnous viennent me voir. Pierrot, c'est ton plus beau travail. Et là, tu fais, ok les gars, je déteste la couve, c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a rien qui va, quoi. Il y a les persos sont moches, la voiture, elle tient pas. Si tu la mets sur une route, cette voiture, mais elle part direct dans le fossé, hein, c'est impossible autrement. J'ai évidemment passé énormément, beaucoup plus de temps sur le projet que ce que j'imaginais, parce que je galérais, en fait. Je suis un peu triste que ça n'ait pas vraiment marché, alors que c'était un bon petit jeu, quoi. Le changement de thème, c'est une négociation entre l'auteur, l'éditeur, parfois l'illustrateur peut donner son avis, etc. Ça reste généralement l'éditeur qui a le dernier mot, évidemment. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment normal dans l'absolu. Après, le seul problème, c'est que de temps en temps, tu peux passer à côté d'un thème. C'est-à-dire, tu peux donner un thème à un auteur en pensant que c'est le marché qui est prêt pour ça, etc., et que ça va être mieux. Mais passer à côté du truc, ça arrive, en fait.
Après, moi, j'ai appris à ce moment-là, et par la suite, pour ce fameux jeu qui avait été annulé chez Hurricane, il faut toujours écouter Antoine. Antoine a toujours raison, c'est la magie, c'est un maître zen, il a toujours raison. Et quand il disait, mais non, mais ça va pas plaire aux gens, c'est un jeu fun pour enfants, familial, l'habillage faisait jeu adulte, ça attirait pas du tout les enfants. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai ressorti il y a une semaine à mon fils de 7 ans. Il m'a dit, non, papa, je veux pas jouer à ça. Moi qui ai fait les dessins. Non, mais ça a pas l'air bien. Pourtant, c'est rigolo. Oui, à l'époque, le jeu a pas bien marché non plus. Hein. C'est vraiment Je crois pas, non. un des jeux d'Antoine Boza qui a le moins marché, je pense. Un jeu qui a beaucoup mieux marché, par contre, c'est Ghost Stories. Là encore, je sors ma boîte qui a très très bien vécu, boîte d'époque, achetée en 2008. Ghost Stories, également un jeu extrêmement important dans mon parcours de joueur et pour plein de monde. Un jeu coopératif qui sort de manière plus ou moins contemporaine à Pandémie, alors que le jeu coopératif est beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Un jeu qui va mettre Repos Production sur la carte du jeu pour experts, entre guillemets, dans le sens où ils viennent de Time's Up, etc. Voilà, ils font leur trou dans le jeu familial, mais là, ils arrivent à s'adresser à un public beaucoup plus joueur, et un jeu qui va marquer les gens par sa difficulté. C'est un jeu qui te met des tartes dans la tronche, et pour moi, c'est ça qui fait qu'il te captive et que tu as envie d'y revenir, etc. On sait que le thème était hyper important pour Antoine Boza. C'est un fan de films, de fantômes, de films asiatiques, etc., avec des moines comme ceux qu'on voit sur cette première couverture. Est-ce que là, pour le coup, l'éditeur va comprendre ce thème? Est-ce que tu vas discuter avec Antoine des illustrations? Il faut aussi que les méchants, les boss qu'on va combattre, etc., soient des vrais antagonistes qui nous fassent peur et qu'on a envie de dégommer. Ghost Stories, moi je le teste en Suisse avec Antoine. Il y a le musée du Suisse du jeu, je crois, un truc comme ça, qui fait une soirée. Moi j'y vais pour Mister Jack et Antoine est là parce qu'il est pas loin. Il y a sa femme et il me fait tester Ghost Stories à l'état de prototype. À l'époque, il n'y a pas d'illustration, c'est un Kenji qui est à la place de l'illustration. Il n'a même pas fait semblant de mettre des images Google ou quoi que ce soit. C'est des Kenji et on fait une partie. Et je lui dis, on en refait une. Et puis on en refait une. Et il adore ce jeu. À la base, c'est un jeu compétitif. Quand il est devenu coopératif, c'est devenu énorme, etc. Et j'ai dit, putain, Antoine, le jour où tu sors ce jeu, je veux l'illustrer. Il me dit, t'aimerais ça? J'ai dit, ah, mais à fond, c'est merveilleux, comme j'ai envie d'y jouer tout le temps. Donc à ce moment-là, Antoine venait assez régulièrement chez moi. On faisait des week-end jeux avec Fanou, son épouse, etc. On jouait beaucoup. Et à chaque fois, je demandais Ghost Stories. C'est comme ça que j'ai découvert Anabi au tout début, à l'état de proto, etc. Et Ghost Stories, c'était viscéral. Et je lui dis, mais il faut que tu le présentes à des fans de coop. Et on en parle. Et il dit, mais il faut que je les montre à Repoprod. C'est des fans du Seigneur des Anneaux, de Knizia. Et effectivement, tout le monde le sait dans le milieu. Au Ludopathique, il y a une session Seigneur des Anneaux systématique. Au Belgoludique, il y a une session Seigneur des Anneaux systématique. C'est des gars, ils jouent tous ensemble depuis des années au Seigneur des Anneaux. Et c'est des fans de jeux coopératifs. Évidemment, Thomas et Cédric le voient instantanément, disent on signe. Du coup, Antoine vient me dire j'ai placé Ghost Stories. J'ai fait chez qui? Chez les Belges. Je vais voir directement Cédric et Thomas. Je leur dis c'est moi Ghost Stories. Non, toi tu fais Cyrano. Non, mais c'est moi Ghost Stories. Tu sais faire ça? C'est de là qu'est comment j'ai fait 2 illustrations pour leur montrer que je savais faire autre chose que du bonhomme rond et coloré, etc. C'est là où on a commencé à travailler ensemble. Après, c'était un projet un peu fou parce qu'effectivement, comme tu disais, les Belges de Repoprod à ce moment-là, on appelle ça les Belges de Repoprod, bah, c'est les gars au sombrero, quoi. C'est les gars, c'est les clowns du festival. Ils font du bruit, il y a Cash and Guns Party, les gens courent dans les salons, et Sun, c'est un bazar pas possible. Personne ne les attend ici. À ce moment-là, ils ont Cash and Guns, Pete, Time's Up. Ils sont plutôt sur le jeu d'ambiance, etc. Et là, ils veulent arriver avec un jeu sérieux, etc. Donc, ce qui implique qu'on va y passer un temps infini. C'est eux qui créent, d'ailleurs, c'est Cédric et Thomas qui vont donner l'idée de faire des boss, parce qu'il n'y a pas de Wu-Fang à l'époque, en fait. Et là, ils créent des boss, mais du coup, il faut créer plusieurs boss, donc du coup, il faut créer plusieurs niveaux de difficulté. La difficulté de Ghost Stories, elle est liée au fait qu'on y jouait tous, tout le temps. Mais tout le temps. Moi, j'ai un niveau à Ghost Stories, alors ça fait quelques années que j'y ai plus joué, mais entre la version iPad et la version plateau,
je dois avoir 300, 400 parties, 500 parties peut-être de Ghost Stories. Moi, je gagne systématiquement en mode lasagne, ce qu'on appelait le mode lasagne, c'est-à-dire tu as 10 cartes Wu Feng, 10 cartes Wu Feng, 10 cartes Wu Feng, tu as 3 Wu Feng. Bah ça, c'était le standard pour jouer à Ghost Stories à notre époque. Les gens me disaient, mais c'était trop dur, et on leur donnait des tips et tout, on les conseillait. Ah bah oui, on peut gagner comme ça. Zee Garcia a gagné son premier Ghost Stories grâce à des conseils qu'on lui a filés à SN, quoi. Oui, c'est un jeu très exigeant. C'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, où aujourd'hui je le regarde, il y a plein de défauts, mais il y avait vraiment une générosité folle là-dedans. J'y ai vraiment passé un temps infini, hein. Ça va être 3 mois de travail intensif Ouais, 3-4, ouais. sur 3-4. les illustrations, et tu vas mettre beaucoup Mm. de détails, notamment des crânes dans les pupilles qu'on voit pas du tout à l'œil nu, hein, sur des formats de cartes. C'était l'illustration pour leur prouver que j'étais capable. J'avais fait un moine, un vieux sage avec un kimono jaune qui reprenait le pouvoir de celui qui sort des Tao tokens de ses manches. Et je me suis dit, ça va pas les convaincre. Mieux vaut faire une belle nana, un beau démon féminin. Bah, comme je veux faire les choses bien, bah, je suis en zoom 1000% sur ma tablette, sur mon écran. Et puis là, je fais les pupilles et je me dis, bah tiens, je vais faire des têtes de mort dans les pupilles. La carte fait 5 centimètres de large sur 8 de haut, donc forcément, personne n'a jamais vu les pupilles. En fait, c'est absolument impossible. Tu vois même pas le début d'une pupille, donc encore moins que c'est un crâne. Mais oui, l'idée était d'aller à fond, tout le temps, de se faire plaisir. Et puis, il y en avait beaucoup, et puis les idées venaient, il y avait les thématiques, il y avait les fantômes verts faits à base d'arbres, etc., de pourriture. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé de tarifs, et il va y avoir une boutade qui va naître de Cédric Caumont, hein, un des deux de Repos Productions. Il va commencer à faire courir le bruit, t'appeler Pierrot trop cher. Parce que, bah, à l'époque, on l'a dit, le milieu du jeu était moins professionnalisé, et ils n'avaient pas toujours l'habitude des standards normaux, en fait, hein, du monde de l'illustration, surtout quand tu passes autant de temps sur un projet comme Ghost Stories. Et bah, ça, au bout d'un moment, ça va t'énerver. Le premier contact avec les tarifs, ça a été des Mr. Jack en fait. Moi, quand j'arrive pour être illustrateur, j'ai évolué dans le monde de la bande dessinée parce que j'ai été libraire de bande dessinée, j'ai été fan de bande dessinée, donc je lisais beaucoup de bande dessinée, je connaissais beaucoup d'auteurs, d'éditeurs, etc. J'avais essayé d'y travailler pendant très longtemps. Et je connaissais les tarifs d'une planche de BD, les droits qu'on en touchait, qu'on en ressortait, l'avance sur... Voilà, tout ce système-là, je le connaissais dans la BD. En revanche, je ne connaissais pas les prix de travailleurs illustrateurs, en fait. À ce moment-là, on est sur Internet, il y a des grilles de tarifs, dont ce qui est très rigolo, Philippe Noura, le fondateur de Funforge, il y avait 2 gros forums à l'époque, c'était le Café Salé, c'était là où on postait toutes les illustrations, il y avait des gros illustrateurs qui sortaient du Café Salé, et il y avait l'un des cafés, qui était une boutade faite par Philours. À l'époque, tout le monde le connaissait sous le nom de Philours parce qu'il aidait les indépendants à se monter pour les statuts, pour comment déclarer tes droits, etc. Il y avait tout un accompagnement qui était super fort à l'époque. Et c'est sur ça que j'avais trouvé une grille de tarifs. Et la grille de tarifs donnait, pour un illustrateur junior, à ce moment-là, les prix étaient en commun avec les graphistes, donc créateurs de sites web, etc., qui étaient beaucoup plus documentés là-dessus. 35 € de l'heure et 250 € la journée pour un junior. Je me dis... Ah, c'est pas mal, 250 € la journée. Si je bosse comme je bossais à l'époque, 6 jours sur 7, 12 heures par jour, je me suis dit, je vais bien gagner ma vie, ça va être super. Bon, après, il faut penser qu'il faut enlever des charges, etc. Donc, forcément, ce tarif-là va être revu énormément à la baisse. En fait, quand moi, du coup, on me propose de faire Mr. Jack, donc la version Une ombre sur Whitechapel, je ne suis pas payé pour la faire. Mais Yves Menu lance sa maison d'édition, et je dis, il faut que je sois payé. Et il me dit, bah, bien sûr, c'est normal, mais est-ce que tu as déjà été payé pour Une ombre sur Whitechapel? Sinon, je repaye 2 fois le job. J'ai dit, non, j'ai pas été payé à l'époque, je l'ai fait. Ah, il me dit, il n'y a pas de problème, fais-moi un devis. Et je lui fais un devis, et je calcule sur le temps passé. La méthode pour un illustrateur, c'est d'évaluer à peu près la masse de travail qu'il y a à faire, la direction qu'il va prendre, le temps que ça va lui prendre, et d'en découler un certain temps. Et en fait, si tu veux être fonctionnel en tant qu'illustrateur, il faut facturer, si tu passes un mois sur un boulot, globalement, il faut facturer 3 000 €. Pourquoi 3 000 €? Parce que déjà, on va enlever 35 € de charges à l'URSSAF, etc., plus l'IRSEC, donc on va atteindre les 35-40%. Et ensuite, ce qu'il faut penser, c'est que moi, dans mon année, là où j'ai enchaîné le plus de projets, je pense que c'était 2009 ou 2010, je pense, où là, vraiment, je n'ai jamais eu de pause. Si on met bout à bout les jours où j'ai travaillé, en sachant qu'un illustrateur ne travaille pas aux 35 heures, hein, c'était 5 jours, 6 jours sur 7, des journées de 10-12 heures minimum. Mis bout à bout, j'avais travaillé 10 mois. Les 2 derniers mois, pas tant que je m'étais reposé, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... T'enchaînes les projets.
Bah, c'est de la facturation, des attentes de validation, des attentes de début de projet, etc. Donc tu ne travailles jamais vraiment 12 mois par année. Mais surtout, ce qu'il faut faire comprendre aux illustrateurs à ce moment-là et aux éditeurs à ce moment-là, c'est de dire 3 000 euros, ça comprend vos charges, ça comprend vos arrêts maladie si vous êtes malade, ça comprend vos congés payés, parce que c'est vous qui payez vos congés payés, et ça comprend ta retraite en fait. Et donc en fait sur ces 3 000 euros, même si ça paraît être une somme énorme, et que beaucoup de jeunes ont du mal à imposer, c'est une somme normale en fait. Et quand Yves Menu me dit, je lui donne mon devis, il tique, parce qu'on est dans les 4 000 balles à peu près, il tique, et il me dit ok je vais me renseigner. Et en fait qu'est-ce qu'il fait? Il va se renseigner auprès d'Asmodée. Marc Nunez, Philippe Nouret, etc., puisqu'il envisage d'être distribué par Asmodée. Et Yves Menu me rappelle, ils m'ont dit que t'étais fou. Je dis, ah bon? Il m'a dit, bah ouais, que c'était des tarifs délirants. Mais en fait, si tu remets les choses dans leur contexte, à ce moment-là, moi, sur le coup, je comprends pas. Mais Asmodée, pourquoi ça s'appelle Asmodée? Parce qu'à la base, ils font des jeux de rôle. Et le jeu de rôle, c'est pas ces tarifs-là. On travaille. Les mecs, c'est des passionnés, c'est des fous furieux. Ils ont des génies dans le jeu de rôle. Hein. Alberto Varanda, Olivier Batine, des auteurs de BD ultra connus aujourd'hui, ou qui l'étaient il y a 10-15 ans encore, et qui bossaient pour rien. Mais quand je dis pour rien, c'est vraiment pour rien. C'était vraiment des prix très très bas. Alors c'était souvent en noir et blanc, c'était souvent des croquis mis au propre, etc. Mais c'était vraiment des tarifs très très bas. Et quand moi j'arrive avec des tarifs normaux, forcément, il y a un gap qui est fou. Et j'explique à Yves, je lui dis, mais Yves, ok, je suis dans les 4 000 balles, tu imagines que je passe combien de temps sur ce projet? Il me dit 1 mois et demi, 2 mois. Je fais, bah, c'est 2 mois en fait. 4 000 balles, t'enlèves mes charges, tu divises en deux, ça fait combien par mois? Il me dit, envoie-moi ton RIB. Parce que c'est, en vrai, personne n'essaye d'arnaquer. Avec Repoprod, déjà, il y a Cédric Comon, c'est sa blague, en fait. C'est que, en fait, moi, il m'envoie le devis de ce que j'ai à faire pour Ghost Stories. Déjà, c'est pas dans mon style, donc je sais que je vais y passer plus de temps. Mais ça, c'est pas fondamentalement quelque chose que je peux faire payer. C'est moi qui décide de faire un style qui me ressemble pas forcément, qui va être plus exigeant pour moi. Donc moi, je vais juste dire, ok, ça, je vais le faire en 3 mois, alors que normalement, sur mon style à moi, je serais en 1 mois et demi, je serais calé. Mais je te fais payer 1 mois et demi. Mais surtout, moi, je leur dis, les gars, il y a énormément de cartes. Et surtout, ils m'ont rajouté au fur et à mesure. Des Wu-Fang, des machins, des trucs, des plateaux et tout ça. Mais ils me disent, ouais, mais on est nouveau dans ce milieu, on sait pas si ça va marcher. Et à ce moment-là, toi, c'est tes potes, c'est Ghost Stories, donc t'y vas, quoi. Pas mon projet le plus rentable. Et donc, de faire naître cette réputation que Pierrot est trop cher, en sachant que plein d'éditeurs m'ont dit, mais je t'ai jamais demandé de devis parce que t'es trop cher. Tu m'as jamais demandé de devis. Enfin, c'est juste cette réputation. En vrai, ça m'a pas grillé parce que je vais pas me plaindre. Dans les années 2010 jusqu'en 2010-2015, je suis vraiment au devant de la scène quand même en tant qu'illustrateur, tu vois, donc ça me grille pas. Mais oui, plein d'éditeurs, Mathieu Despnous par exemple, qui est un ami, m'a dit, mais jamais je travaillerai avec toi, t'es beaucoup trop cher. Mais tu sais absolument pas combien je te ferais payer, quoi. C'est toujours pareil, le milieu du jeu. Je parle en tant qu'éditeur, on sait jamais comment le jeu va marcher, etc. On sait jamais, mais il faut accepter l'idée qu'à un moment, tu vas perdre de l'argent, potentiellement. Mais Pierrot trop cher, c'est pas vrai. Ça ne l'a jamais été, c'est Pierrot plutôt juste. Ghost Stories, bah, ça va être un beau succès, hein, même si c'était un pari pour Repoprod. Et puis, il va y avoir une première extension, White Moon, une deuxième extension, Black Secret, où on introduit un mode semi-coopératif où un des joueurs peut incarner Wu-Fang. Là, on était dans la continuité où ton style était éprouvé, la machine était lancée, t'as pu le travailler plus normalement. À l'atelier où je bossais entre 2010 et 2015, tous les midis, on faisait 3-4 parties sur l'iPad à 4. On jouait, c'était notre pause repas, et on jouait en même temps à Ghost Stories. On pouvait pas jouer à White Moon sur l'iPad, mais dès que je jouais en physique, je jouais avec White Moon, que je trouvais vraiment que c'était une extension excellente. J'ai re-regardé la couve de White Moon, elle fait vraiment mal aux yeux quand même. Elle est vraiment, ça va pas du tout, quoi. Par contre, en revanche, l'intérieur était plutôt ok, les monstres, les fantômes qu'on avait créés dedans étaient plutôt ok, je trouvais ça cool. Il y avait les fantômes animaux, les tigres blancs qui ont pas mal de gueule. Black Secret, c'est une de mes couves préférées. Par contre, il y a une de mes illustrations les plus moches dedans. Il y a le plateau. Le plateau des catacombes de Black Secret, c'est un truc, mais ça te fait saigner les yeux tellement c'est laid, quoi. Il faut que ça soit de nuit, mais il faut que les cases se reconnaissent en couleur. Et on est pris par le temps, parce qu'avec les Repoprod, faut quand même reconnaître qu'en termes d'organisation, c'était pas les champions du monde, et moi je suis un illustrateur de base, donc je suis toujours en retard. Et ce plateau, je le fais en dernier. Il est d'une laideur, mais d'une laideur. C'est quand
Quand je l'ai vu sur une table, je me suis dit, oh putain, c'est chaud quand même. Heureusement, sur SN, il y avait une version surdimensionnée donc, qui était faite en sculpture, donc on voyait pas trop le truc, mais le jeu était vraiment moche. T'as fait la rétrospective avec Thomas, mais les deux sont des morceaux. T'as Thomas qu'on appelait Monsieur Moins, Cédric qu'on appelait Monsieur Plus. Thomas, il veut toujours faire le minimum, le plus efficace, etc. Cédric veut en rajouter toujours. C'est ça qui a fait que Repoprod est la boîte que c'est aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à faire une alchimie de fou. Mais quand tu travailles avec eux, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le truc, c'est que Thomas n'arrête jamais de développer le jeu. Et Cédric veut tellement voir. C'est comme un enfant qui a plein de sucre. Hein. Cédric, il veut voir des illustrations, il veut voir naître des trucs. Mais le jeu, il n'est pas fini. Parce que Thomas, lui, il continue à développer. Et ils développent tous ensemble. Et du coup, tu finis un truc et tu dis, ah, mais ça existe plus depuis 2 sessions, ça. Ah, bah, on le refait, on le refait. Et tu refais des trucs. Et c'est hyper organique. Bon, on était plus jeunes à l'époque, on pouvait le faire. Hein. On n'avait pas besoin de dormir à ce moment-là. Et puis des années plus tard, plus de 10 ans plus tard, en 2019, Mm. il va y avoir Last Bastion, une refonte de Ghost Stories qui va s'affranchir du thème original. Et là, pour le coup, c'est plutôt une décision de l'éditeur que l'auteur Antoine Bauza regrette. C'est de revenir à quelque chose de plus classique, heroic fantasy. Voilà, on doit défendre un château contre des monstres, etc. Et ils vont à nouveau faire appel à toi. On est en 2018-2019. Quand on fait Ghost Stories en 2007, c'est Cédric et Thomas. Il n'y a que tous les deux. Après, ils ont plein de potes, de machin qui viennent aider sur les festoches, des trucs comme ça, mais ils sont que tous les deux. Donc c'est hyper organique, machin. Puis il y a 2, 3 employés, 4 ans. En 2019, Repoprod, c'est déjà, je pense, une trentaine d'employés minimum. C'est une grosse boîte qui a géré Seven Wonders Duel, Just One, des jeux incroyables. Et ils sont plus dans la même dynamique. C'est plus la même machine, ça se fait plus aussi facilement. Il y a des gens, il y a des départements marketing. À l'époque, le marketing, c'était Cédric et Thomas quand même, donc c'était un peu plus roots. C'est un vrai changement de façon de faire, en fait. Antoine, ça faisait très longtemps qu'il se traînait parce qu'il avait beaucoup de regrets. Antoine est un peu comme Thomas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont monté Playpunk, je pense, c'est qu'ils aiment développer, ils aiment avoir des règles parfaitement carrées, ils aiment avoir un jeu vraiment fignolé, etc. Ça fait très longtemps que Antoine se trimballait son Ghost Stories V2. Et ça faisait très longtemps qu'on en parlait lui et moi pour dire, ça serait bien qu'on se fasse une version 10 ans, ce serait trop cool. Moi, mon dessin avait vachement évolué, j'avais vraiment envie de faire des choses, des erreurs que je referais plus, ma couve. Je pouvais faire une vraie couve, enfin, il y avait vraiment des envies folles, mais ils avaient toujours d'autres priorités, etc. Et un jour, Antoine dit mais si je fais ça, les gars, vous me faites ma V2 de Ghost Stories, je la mérite. Et ils acceptent. Et on a commencé à bosser la V2 de Ghost Stories. C'est-à-dire, j'ai des images de fantômes de Ghost Stories V2. Parce que ça devait être Ghost Stories. Le projet traîne à démarrer, je comprends pas pourquoi. Moi, j'ai la naissance de mon deuxième fils qui arrive. Je sais que les délais vont être courts, je sais qu'on doit rendre le truc assez rapidement, j'essaye de les speeder, et à ce moment-là, Alexis Van Merbeek, qui s'occupe de leur graphisme et qui est le directeur artistique chez Repo, m'appelle et me dit « Attends Pierrot, mets-toi en pause ». Et je dis « Mais je peux pas me mettre en pause, Alexis. Moi, on a une deadline, il y a énormément d'illustrations à faire. Oui, mais on est en train de changer de thème. » Ça s'est pas très bien mis de mon côté. Je pense qu'Antoine en avait marre de se battre. Et moi, de toute façon, j'avais pas voix au chapitre. Là, ce Publisher Award, c'est quelque chose que je respecte, etc. Alors, je dis pas que je l'ai accepté sans gueuler un grand coup, parce que ça s'est monté d'un ton. Mais on est passé à un monde médiéval fantastique. Et pour le coup, moi, à ce moment-là, je peux pas m'asseoir sur un tel projet parce que je me suis bloqué 6 mois pour le faire. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire bien, etc. Je peux pas me permettre de dire, bah, les gars, en fait, si c'est Heroic Fantasy, je suis pas le bon, je me barre. Ça, je peux pas me le permettre. Et eux, quelque part, on est potes, on n'a pas envie de rompre un contrat comme ça, quoi. Et ils sont droits là-dessus, ça, y a pas de souci. Et le problème, c'est que moi, médiéval fantastique, bah, je suis pas bon pour ça. C'est pas mon univers, il y a pas de moyen d'être vraiment original. Il y a des mecs qui font ça 10 fois mieux que moi, faut être franc. En Heroic Fantasy, t'as des gars, mais c'est des ours des bois, quoi. Et même dans le milieu du jeu. Et moi, je suis pas du tout adapté pour ça. J'ai pas une plus-value là-dessus. Et du coup, ça devient un projet souffrance, mais souffrance parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je le fous à la poubelle, alors que je trouvais ça chouette. Et je me retrouve à faire des trucs dans le speed avec mon fils qui est né, et ça a fini en... C'est la première dépression de ma vie. C'est la Sbation, c'est la première dépression de ma vie, c'est la première fois de ma vie où je me suis dit j'arrête tout, j'ai plus la force. Du coup, ça m'a permis de faire Zelda Breath of the Wild, parce que pendant 15 jours, j'étais incapable de faire autre chose que Zelda Breath of the Wild de 6h du matin jusqu'à 11h le soir. Je faisais que ça, j'étais un espèce de légume, j'étais vidé de tout. Ça a été très 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 dur, j'étais absolument pas satisfait du résultat, ça a été un vrai projet douleur. Et ce qui est fou, c'est que la Sbation est un excellent jeu. Il est meilleur que Ghost Stories au final, parce que les mécaniques sont carrées, parce qu'il y a les plateaux joueurs et les plateaux terrain. Il y a vraiment des trucs en plus, et les règles sont au cordeau, c'est excellentissime.
Mais même les Dice Tower, qui sont des fans inconditionnels de Ghost Stories, ils leur mettent encore dans leur top 100, n'aiment pas Last Bastion, en fait. Parce que le thème ne leur parle plus. Et effectivement, c'était un thème qui n'était pas vu à cette époque-là et qui était tellement fort. C'est un vrai, vrai regret. Ouais. On en a parlé avec Thomas dans la rétrospective, ça a été douloureux un peu de tous les côtés, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que je suis arrivé dans le milieu du jeu. C'était un milieu qui était, encore une fois, les contrastes ont tapé dans la main. Pour Ghost Stories 1, mon premier fils, ils ont 10 ans d'écart, mon premier fils arrivait pendant que je faisais Ghost Stories. Les Belges de Repos Prod m'ont offert un siège auto de compétition que jamais j'imaginais pouvoir m'acheter. Ce siège auto, c'était la Ferrari des sièges auto, pour que je puisse bosser tranquille et qu'on puisse déplacer le minot le plus vite possible pour que je puisse revenir bosser, quoi. Tu vois, il y avait cette espèce d'esprit un peu fou, un peu... on s'appelait tout le temps, on bossait tout le temps, tu vois, il n'y avait pas de limite de jour, il n'y avait pas une fatigue incroyable, mais une énergie incroyable. Après, quand tu te retrouves dans un projet où tu perds l'envie et qu'en plus, tu sais que tu as raison, mais tu as quelqu'un en face de toi qui pense qu'il a raison, en vrai, j'avais raison. C'est important de le dire. Bisous Thomas Cédric, pour toujours. Mais en vrai, c'était très dur et j'ai été infect. J'ai été infect parce que je faisais plus ce que j'aimais, je le faisais mal, je savais que je le faisais mal, je pouvais pas me permettre de le faire mal. Et c'était à une époque où déjà en 2018-2019, je commence à plus sélectionner mes projets. J'ai la chance d'avoir fait beaucoup de projets, d'avoir des projets qui me rémunèrent encore. Donc je peux me permettre de sélectionner mes projets, qui fait déjà en cours de lancement. J'ai besoin d'avoir du temps de libre, etc. Et le peu de projets que je fais, je veux le faire bien, vraiment jusqu'au bout. Et là, Last Bastion, ça a été douloureux et pas une réussite. Mais du coup, c'est la responsabilité de chacun, mais c'est vrai que le choix de départ de changer le thème, je pense, a vraiment impacté le succès du jeu, ouais, malheureusement. On revient en 2008, où on était pour parler de Ghost Stories, et pour boucler l'année, il y a un jeu dont j'avais jamais entendu parler, c'est L'Époux. On fait des grands écarts, hein. En fait, c'est un jeu de Chris Bollinger. En 2008, Chris Bollinger, c'est le GOAT, quoi. Tu vois, c'est le gars, il a fait Dungeon Twister, et c'est une cote de fou. Et c'est Timothée Leroy, donc qui est aujourd'hui chez Blue Orange, Jacques Taléa à l'époque, et Jacques Taléa, Timothée, enfin, il fait des jeux abstraits en cuir. Et Timothée, un mec génial, un mec adorable, on se rencontre à ce moment-là, il me dit « Ah, j'aimerais bien bosser avec toi ». Je fais « Tu fais des jeux abstraits en cuir ?» Il me dit « Ouais, mais je vais signer un jeu de Christophe Bollinger ». Et on a mis le pauvre Timothée dans une merde. Parce que moi, on me demande de faire un plateau en monochrome sur du tissu pour que c'est un jeu de puce. Donc, il faut que ce soit du tissu mousse, machin. Et je lui dis, mais tu m'embauches moi? C'était pas moi, genre, tu embauches Dieu. Non, t'embauches un illustrateur pour faire un truc plus ou moins abstrait. C'est dommage. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu plus de couleurs? Et je dis ça comme un con devant Timothée et devant Chris. Et Chris dit, mais moi, je veux des illustrations quadricouleurs et tout. Du coup, le projet, les tapis sont en mousse, ils s'abîment. Enfin, Timothée s'attendait absolument pas à ça. C'était un enfer. Ça a été une micro-édition. Je pense que ça a été une de ses plus grosses galères. Mais le plateau est rigolo. Il y a 100 et quelques personnages. C'est une cour de récréation vue du dessus. Et du coup, je me suis fait plaisir. Il y a tous les gens du monde du jeu, même Antoine Boza, à ce moment-là, il est même pas édité. Il y a Antoine Boza parce que Bruno Feduti est un prof, donc je le mets en directeur d'école, on le reconnaît avec sa petite montre. Il y a Antoine Boza qui traîne un doudou et qui essaye d'interpeller le maître d'école. Et il y a les Ropoprod qui sont en train d'essayer de s'escalader, ils se font la courte échelle pour regarder dans les toilettes des filles. Il y a Sébastien Pochon, il y a tout le monde. Je me suis fait super plaisir sur l'illustration, qui n'a pas été beaucoup vue. On arrive en 2009 et tu vas à nouveau travailler sur un jeu d'Antoine Boza. C'est Bakong, qui est un jeu auquel moi j'ai jamais joué, mais qui est édité chez Asmodée à l'époque, qui a une composante de mémoire et qui est aussi un jeu de parcours. Bakong, c'est un jeu de loi. Tu as des tuiles, tu as un parcours de tuiles qui sont recto verso, tu jettes 2 dés. Un dé va servir à retourner une tuile. Un dé va te permettre d'avancer. Et donc, tu vas essayer de tendre des pièges aux autres, etc. Mais c'est un jeu de loi amélioré. Mais c'est un jeu de loi très, très malin. Et c'est pour ça qu'Asmodée le veut. Et le problème, c'est qu'ils font appel à moi en tant qu'illustrateur, ce qui est très cool. Ça me fait très plaisir parce que je connais le proto et j'aime le proto et je pense qu'il y a des super, super trucs à faire. Un peu comme pour Ori Cup, le chef de projet à l'époque, que je nommerai pas, veut en faire un jeu d'aventure dans la jungle. Donc, on design Indiana Jones. Alors moi, ça me permet de faire des illustrations. La Indiana Jones, c'est cool. Mais ça reste un jeu qui devrait s'adresser au public
familial, voire presque enfant, tu vois, il y a une... Alors c'est un peu trop stratégique, mais tu vois, mon fils de 5-6, il jouait quand il avait 5-6 ans. Je sais pas si ça a traversé l'esprit d'Antoine à l'époque, mais moi j'avais en tête, je sais pas si tu te rappelles de ce vieux jeu sur Super Nintendo ou Mega Drive, sur Mega Drive, Quackshot. C'était un Donald Indiana Jones. Ouais. Mais je voyais un truc comme ça. Ça aurait dû être un truc comme ça. Comme c'était un jeu de loi, tu faisais des oies aventurières, c'était parfait. Le jeu est bon, mais par contre, il est sorti dans l'anonymat le plus complet. Asmodée a toujours été meilleur en tant que distributeur qu'en tant qu'éditeur. Toujours en 2009, un jeu qui a eu un succès beaucoup plus important et qui connaîtra plusieurs extensions, c'est Dice Town, qui sort chez Matago. Tu retrouves Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Et je me rappelle, ça a fait sensation Dice Town à l'époque. C'était assez novateur, cette idée d'utiliser les dés de poker pour faire des actions. Donc, on est sur un jeu qui a clairement une filiation avec un Perudo, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un gobelet avec des dés, on secoue les dés, on garde un de nos dés et puis on continue comme ça. On peut payer pour garder des dés en plus, etc. Il y a une mécanique assez maligne. Et puis quand tout le monde est prêt, on va résoudre. C'est une espèce de système de programmation en fait, parce qu'après on va résoudre lieu par lieu et en fonction de nos faces de dés, on peut réaliser des actions plus ou moins puissantes. On joue tous en simultané comme ça, il y a une interaction qui est assez forte, on peut se voler des cartes, on peut sécuriser des lieux, etc. C'est un jeu qui se veut familial, mais qui en même temps peut être assez joueur, on peut se faire des crasses, etc. On n'en parle plus trop aujourd'hui d'Ice Town, mais à l'époque, je me souviens, c'était vraiment un jeu qui a marqué l'époque, avec un thème Far West, qui, à l'époque, on ne voyait pas trop ça, à part Bang, Wanted, qui était très populaire, il n'y en avait pas trop d'autres, des jeux de Far West. Et là, t'es complètement dans ton élément, parce que tu reviens à un style vraiment cartoon, BD, avec là encore des personnages assez hauts en couleur, qu'on peut incarner, etc. On sent que t'es à l'aise. Dice Town, je le découvre en Suisse chez Sébastien Pochon dans sa salle de jeu. C'était pour le fameux musée en Suisse là qu'on avait fait. Bruno le fait essayer à Sébastien Pochon, Malcolm Braff, etc. Il fait essayer le proto de Dice Town. Et il m'en avait parlé, on avait échangé dessus. Et du coup, je joue avec eux. Et à la fin, je dis, oh, c'est tellement génial. C'est un jeu qui fait plein de bruit, mais le proto est déjà là. C'est déjà Far West, c'est déjà des pokers, et c'est déjà génial en fait. Et je dis, oh, j'aimerais trop le faire et tout. Et en fait, moi, j'avais rencontré Hicham en 2006 à Essen. On avait commencé à bosser sur Agent Double, qui sortira beaucoup plus tard, mais j'avais commencé en 2007 à bosser sur Agent Double. Et Hicham, ce qu'il faut voir, c'est que Hicham, c'est Monsieur Plus Plus. Si Cédric Comond de chez Roboport de Monsieur Plus, Hicham, c'est Monsieur Plus Plus. Et déjà à l'époque, il a cette réputation. Donc c'est lui qui a fondé Matago. Il sort des gros jeux. À la fois, il sort des petits jeux duo, Expédition Altiplano, Agent Double, etc. À la fois, il sort des Chronos, des Kemet, enfin, beaucoup plus tard, mais il sort des gros jeux. Et surtout, ce qui se passe, c'est que Hicham, sans manquer de respect aux autres éditeurs de jeux de société, c'est le seul éditeur de métier. C'est-à-dire que Hicham tient un magazine, je crois, c'est Manga Kids ou un truc comme ça. Il est éditeur de magazine à côté, parce qu'il a 8 temps plein à lui tout seul. Tu sais pas comment il fait pour bosser à cette époque-là. Il est tout le temps dans le boulot. Mais c'est un vrai éditeur. C'est-à-dire que Hicham est le premier éditeur de jeux de société que je rencontre qui me fait vraiment penser à un éditeur de BD, de jeux de société, de jouer en même temps, parce qu'aller chercher les gobelets, les dés poker et arriver à avoir un jeu qui coûte 30 balles à la fin. Enfin, je veux dire, Dice Town, quand il sort, s'il fait autant de bruit, c'est d'une part parce que le jeu est très bon, par 2 auteurs très réputés, que mon nom fait pas trop tâche et que le jeu marche bien, mais c'est aussi qu'il est hyper accessible. Pour un jeu avec autant de matos, à l'époque, ça grogne presque. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est pas assez cher, d'ailleurs un discours qu'on va peut-être retrouver un peu aujourd'hui en 2026, mais le jeu n'est pas assez cher par rapport à tout le matos qu'il y a dedans, mais parce que Hicham est très fort pour aller chercher des trucs à droite, à gauche, recompiler tout ça, refaire il a une vraie démarche assez incroyable. Donc c'était vraiment cette rencontre-là, d'un jeu que j'aimais à la folie, avec Hicham. Bosser avec Hicham, c'est... Tout le monde n'est pas prêt à bosser avec Hicham, mais quand tu bosses avec Hicham, c'est quelqu'un d'absolument merveilleux. C'est un jeu qui fait du bruit, on est dans le cartoon western, on se fait plaisir. Il y a des trucs, quand on a refait 10 ans plus tard la couve de Dice Town, c'est un jeu où on résout chaque lieu. Donc il y a la mine d'or pour les 9, la banque pour les 10, les valets c'est le drugstore, la dame c'est le bar. Et en fait, les dames dans le bar, c'est les dames de la joie, et qui sont censées de faire les poches. En 2016-17, on pouvait plus faire ça. C'était pas possible. Et effectivement, et avec un peu de recul, c'était assez honnête de plus le faire. Et oui, il a eu son beau petit succès, il y a eu des extensions qu'on suivit, etc. C'était un jeu et c'était un jeu que j'adorais dédicacer, qui avait pas mal de succès. Ouais. Et il va y avoir aussi une espèce de
de dérivés, de déclinaisons, de spin-off Desperados of Dice Town, qui, alors celui-là, j'y ai jamais joué, mais je crois que c'est avec une mécanique un peu inspirée des fléchettes. Tu dois fermer des zones. Alors, tu sais, aux fléchettes, tu peux jouer soit au 501, un truc comme ça, donc il faut faire un score précis, finir par un double, etc. Ou tu as le cricket, où tu vas faire les 20, les 19, les 18, les 17 jusqu'au 15, par exemple, et après faire des centres, et tu dois faire 3 fois de chaque, pas forcément dans l'ordre, mais tu dois faire 3 fois de chaque pour fermer le chiffre. Si tu fais au-delà de ce chiffre, tu vas enlever des points à tes adversaires, en fait. Ou toi, tu vas te rajouter des points. En fait, c'est un proto que Bruno a, qu'il appelle Darts, que j'essaye un week-end de potes organisé par Cyberfab. C'est Fab et Mimi qui tenaient un blog Cyberfab, je crois, à l'époque. On fait un week-end de jeu et j'essaye Darts et je trouve ça super cool. Et en fait, Bruno le place chez Asmo à un moment. Puis finalement, le projet se fait pas parce que ça marchait avec ces petites boîtes, genre la Diabolo poids en métal ronde. Il le propose à Hicham, qui est très très content de le revoir et de dire ok, bah moi je voulais le faire depuis le début. Et la petite truc, c'était qu'il décide de le thématiser Dice Town. Donc du coup, Bruno fait appel à Ludo, parce que si on thématise Dice Town, bah, Ludo doit être là. Donc Ludo, qui n'avait pas fait le jeu, débarque en disant bah ok, on va bosser sur le jeu, c'est trop bien. Chacun a sa famille de personnages que tu vas fermer au fur et à mesure en faisant des pokers, des shoots, etc. C'était un très chouette jeu. Je pense que déjà, quand Desperados sort, la thématique western est déjà un peu has-been, en fait. Et je pense que ça a eu un vrai impact sur le jeu. Il est ressorti, rethématisé, illustré par Camille aussi. Très très beau boulot, d'ailleurs. Toujours en 2009, on a un jeu moins connu, c'est À l'heure du crime, où étiez-vous ? Un jeu édité par Ferty, mais dont un des deux auteurs est Christian Lemay, qui deviendra plus tard l'éditeur de chez Scorpion Masqué. À l'heure du crime, où étiez-vous était sorti au Canada, au Québec, sous les éditions Scorpion Masqué, mais qui à ce moment-là ne sont pas distribuées en France. C'est vraiment un truc très confidentiel. Je savais pas qui était Christian Lemay à l'époque. Ça a été très rigolo de réaliser qu'on se connaissait en fait depuis longtemps quand j'avais fait le jeu. C'était des petits formats, j'en ai fait 2 dans ce format-là chez Ferty. À l'heure du crime, où étiez-vous et Déclic. Mon travail d'illustrateur est pas... C'est pas le truc dont je suis le plus fier. Quand même. Oui, c'est une sorte de jeu d'ambiance, hein, à jouer à beaucoup, basé un peu sur le bluff, etc. Le jeu est très bien. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup mais il n'y a rien à illustrer. En fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'illustration dans ces formats-là. Toujours en 2009, il y a Link, un autre jeu d'ambiance qui est ressorti d'ailleurs dans une nouvelle version il n'y a pas si longtemps. Un jeu où on doit se faire passer un peu des mots-codes, qui a longtemps été en rupture de stock et qui avait une bonne réputation dans ce genre des jeux à communication sous contrainte. Et je pense que tu as quelque chose à raconter par rapport à cette couverture. Bah déjà, c'est une couverture qui ne devrait pas exister, parce que Link ne doit pas être illustré, typiquement. En fait, on est en 2009, 2008, 2009, en fait. Là, je commence vraiment à enchaîner les projets. Il y a Ghost Stories, il y a Dice Town, etc. Mon nom commence à beaucoup tourner. Et il y a Christophe Hermier, donc, qui monte sa maison d'édition, une Ludo Veritas, et qui me dit, j'ai ce jeu, j'aimerais que tu l'illustres. Il me pitch le jeu. Je comprends pas le pitch, c'est un problème. Il me dit que c'est génial, mais je comprends pas pourquoi c'est génial. Il m'envoie un proto. Va savoir pourquoi, j'ai jamais le temps d'essayer le proto, je vais au ludopathique, j'ai le proto dans la poche, mais j'ose le sortir, c'était mes débuts, etc. Et je comprends pas les règles, je comprends pas ce que ce gars trouve génial. C'est une erreur du début jusqu'à la fin, ce jeu, de ma part. Là, c'est vraiment ma faute, du début jusqu'à la fin. Je fais 5 croquis, et je précise au gars que je pense qu'il faut pas qu'il soit illustré, ce jeu, parce que ça ne marche pas, c'est du graphisme, mais je suis pas bon graphiste. Et je lui fais 5 croquis, et comme je trouve ça un peu léger, que j'ai beaucoup pris de retard parce que j'ai du mal à y croire, que je traîne, que j'ai d'autres projets et tout, je lui envoie un 6e, histoire de dire, je vous en mets un peu plus. Et la 6e, je le fais en 3 minutes et je le trouve horrible en fait. Et j'hésite à l'envoyer, je me dis, bon, ça fait toujours un de plus, de toute façon, c'est tellement horrible, jamais. Évidemment, c'est celui que Christophe a choisi. Et je me dis, oh putain, et en plus, il a pas trop de goût, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, je suis une mauvaise personne, je suis ni professionnel, je me dis, bon, bah, je fais le truc, et puis voilà. Quelques mois plus tard, avant Cannes, Bruno Fedouti vient avec les potes à la maison faire un test de proto et il a son gros sac militaire où il me sort des jeux et il dit bah ça va sortir à SN. C'était l'année où il a sorti la première boîte de Dixit aussi. Il me dit ça, je sais que t'aimes pas les jeux moches et celui-là il est vraiment moche mais il est vraiment bien. Et là il me pose sur la table la boîte de Link. Bruno est un personnage assez haut en couleur, qui a beaucoup d'humour mais qui va pas le faire au second degré. Je sens. Je lui dis c'est une vanne Bruno. Il me dit pourquoi? Mais je t'ai dit qu'il était moche. Il insiste en plus. C'est moi qui l'ai illustré. Il me dit, mais non, t'as pas fait. Oh! Et je lui explique l'histoire. Pourquoi on s'en retrouve là alors que ça fait longtemps? Il me dit, mais c'est un jeu génial. On y joue. C'est effectivement génial. Un mois après, c'est nommé à l'As d'Or. Ma couve la plus laide, mais elle est laide, c'est laid, a été nommée à l'As d'Or.
c'est un moment d'embarras absolu. Je suis pas monté sur scène, hein, je te le dis de suite, c'était impossible. C'était signé Pierre Le Chevalier, encore heureux. Je me disais, tout le monde ne fera pas forcément le lien de suite. Et le pire, c'est que le jeu a été réédité avec une autre couve qui est, j'ai envie de croire, presque pire que la mienne. Pas vraiment, mais elle est mieux dessinée, mais elle n'a pas beaucoup plus d'intérêt. Ce jeu ne doit pas être illustré. Aujourd'hui, il est ressorti sans illustration, avec du graphisme, et ça marche très très bien. Pire move professionnel. C'est vraiment, j'ai vraiment pas été pro, j'ai vraiment fait. Je me suis dit de toute façon, ça sortira jamais. Bref, je fais mon boulot, je l'ai fait par-dessus l'épaule. C'est vraiment nul. Ça soulève un point intéressant, c'est que, idéalement, pour les contraintes qu'on a évoquées, de lisibilité, etc., il faut que l'illustrateur ou l'illustratrice joue au jeu en amont pour se l'approprier, pour comprendre, etc., les enjeux, la place d'illustration, etc. Maintenant, évidemment, dans le cadre d'un petit jeu d'ambiance comme Link, qui, tu l'as dit, n'a pas vocation à être richement illustré, etc., pour peu que ça se fasse pas, etc., que l'occasion ne vienne pas, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça t'aurait peut-être impliqué d'une autre manière si t'avais... Ouais, ça m'aurait motivé, ouais. Ouais. Ça m'aurait motivé. Ces dernières années, quand j'illustre un jeu, je ne demande pas forcément à le jouer. Si je lis des règles, j'ai assez d'expérience, entre guillemets, dans le milieu du jeu et de jeux joués pour savoir où je vais et ce que je peux faire ou pas faire. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne commence pas les illustrations d'un jeu tant que je n'ai pas fait au moins 3-4 parties du proto, inévitablement. En fait, je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Je crois que je suis le premier illustrateur français pro. C'est-à-dire qu'il ne vit que du jeu de société. Julien Delval a illustré beaucoup de jeux avant moi, Mathieu Lessène aussi, mais ils avaient d'autres boulots à côté. Je suis le seul qui n'a vécu que du jeu de société depuis 20 ans, en fait. Et j'ai été le premier, je pense, à ne faire que ça en France, parce qu'en Allemagne, il y avait Voinkel, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus prolifiques que moi, et qui, en Allemagne, quand ils en ont un, ils le lâchent plus et ils bossent beaucoup. Il faut vraiment jouer au jeu, c'est un métier où c'est bien d'être joueur et où il faut s'y consacrer vraiment avant. On passe en 2010 et on va avoir, tu as déjà un peu commencé à l'évoquer, Agent Double chez Matago, dans cette collection des jeux à deux, qui était assez célèbre, hein. Il y en a eu plusieurs, il y a eu Sun Tzu, etc. C'est un jeu de Bruno Feduti et Ludovic Maublanc qui était sorti sur le magazine Jeux sur un plateau. Jeux sur un plateau faisait tous les mois un encart, en fait. C'est un jeu à détacher et à découper. Très peu de gens le faisaient, mais c'est quand même le lieu où est né Cash and Guns de Ludovic Maublanc, et ils avaient ce jeu-là. Et j'avais dit à Ludo, avec qui on avait déjà bossé sur Mr. Jack et on s'entendait très très bien. C'est vraiment devenu un pote, enfin c'est toujours un ami que j'aime beaucoup. Et je lui ai dit, moi, Agent Double, ça a l'air très cool, mais putain, qu'est-ce que c'est pas possible, quoi. C'était des photos retrafiquées sous Photoshop et tout. Je lui ai dit, moi, j'aime faire ma propre version. Et en fait, j'ai illustré ma propre version, qui était illustrée gratuitement et uniquement parce que ça me permettait de faire mes armes, en fait. Et Bruno Feduti était super content. Il a dit, oh, c'est très très bien, je vais le mettre en print and play sur mon site. Puis finalement, Hicham a dit, oh, je veux le faire et tout, c'est trop cool, le truc est fait. Donc à l'époque, quand on avait commencé à illustrer le jeu, c'était l'ancêtre de l'iPhone. C'était des pads avec des écrans cristaux liquides que tu notais des trucs dessus. Et on avait fait ça comme base d'illustration, mais quand le jeu est sorti pour de vrai, ça n'avait plus de sens. Enfin, c'était un truc qui était complètement désuet. Donc on a dû remettre à jour les illustrations. Et c'est sorti 4 ans plus tard chez Matago. En fait, c'est sorti quand ça pouvait sortir. Mais le jeu était fini depuis des mois, et voire des années. Bruno Feduti dit souvent que c'est un de ses jeux préférés dans ceux qu'il a fait. C'est assez rigolo. En 2010, tu vas continuer à travailler avec Repro Productions, mais sur un tout autre style de jeu. C'est Cyrano. Alors là, pour le coup, j'en ai déjà parlé dans la rétrospective Thomas Provo et dans la rétrospective Greux Games, puisqu'il y a eu une réédition en 2022, mais tu fais les illustrations de la version originale. Là encore, pas énormément de place pour l'illustration dans le jeu, puisque c'est un jeu d'ambiance, même s'il y a quelques cartes de vote à illustrer, etc. C'est surtout une couverture, et puis une petite échelle de score avec une feuille à cocher, hein, où on doit faire en sorte que Roxane et Cyrano se rejoignent. Et là encore, le style BD fonctionne très bien. On est sur un jeu cartoon, il faut inviter les gens à écrire des poèmes quand même, donc c'est pas rien, hein. Il faut quelque chose d'assez engageant, d'assez coloré et d'assez humoristique pour montrer que c'est pas une écriture qui va se prendre au sérieux non plus, quoi. Et en fait, c'est un jeu qui devait sortir avant Ghost Stories. Ils m'ont branché en 2007 pour faire Cyrano. Cédric, il y a une vidéo, j'avais fait un interview pour un site web
une vidéo où il y a Cédric qui m'interrompt pour me dire j'ai un jeu, c'est un jeu de Ludo, Angèle, il faut faire des poèmes, tu vas voir, je voudrais une tour, machin et tout. Et en fait, pour la petite histoire, bon, la couve, c'est une des couves que j'aime le plus au monde de celles que j'ai faites. J'adore cette couve, elle est très drôle, j'aime beaucoup la petite poésie qui s'en dégage. Mais ça fait beaucoup rire Cédric Comon parce que je me suis pas aperçu, mais il y a des messages pas très discret de sexe turgescent de partout. Ma tour est un phallus, l'épée de Cyrano est un phallus. C'est terrible et je m'en suis absolument pas rendu compte. Ça faisait mourir de rire Cédric qui, une fois que le jeu est sorti, m'a dit mais tu as vu ce que tu as fait? Je dis mais quoi? Il me dit mais ce sont des verges en érection. Et là, moi qui voulais faire une illustration d'une mignonitude absolue, ça l'a fait rire. Ça m'a couru après pendant 2-3 ans. Toujours en 2010, tu l'as rapidement évoqué, il y a eu Déclic, petit jeu d'ambiance où il n'y a pas particulièrement à dire, puisque c'est des jeux qui n'ont pas une grande place pour l'illustration. Oui, parce que le jeu, par contre, en revanche, a eu du succès. Un Déclic, ça a été une grosse vente pendant très longtemps chez Ferti, en tous les cas. Qui va être décliné après dans d'autres versions. C'est pas parce que le jeu a du succès, dans ce cas-là, que ça te fait vivre derrière, parce que t'as pas nécessairement des droits d'auteur en tant qu'illustrateur, tu peux te payer à la commande. Au moment de Déclic, jusqu'à mon premier jeu chez Ludonote, pour tous les jeux que j'ai illustrés, j'ai demandé des droits, j'en ai jamais obtenu. Parce que ça ne se faisait vraiment pas. Déjà, moi j'arrivais, j'avais mis des tarifs déjà un peu costaud. Et le jour où j'ai demandé des droits, à chaque fois ça m'a été refusé. Mr. Jack, ça m'a été refusé après la sortie. Bon, parce que j'étais censé en avoir. C'est Dixit qui a créé un précédent de ce côté-là. Oui, c'est le premier jeu où l'illustratrice a eu des droits sur les ventes. Et c'était quelque chose qui était très très difficile à obtenir. Et je pense que tu pouvais l'obtenir que d'un éditeur qui débarquait et qui n'avait pas ces règles-là en tête d'usage, en fait. Mais en 2010, il va y avoir aussi le premier jeu de Ludonote, c'est Offrande, un jeu de Cédric Lefebvre. Et Ludonote, ils ont récemment, fin 2025, annoncé qu'ils cessaient leur activité, mais c'est un éditeur qui va tenir pendant 15 ans, qui va avoir des succès assez importants, comme Colt Express et Living Forest, et qui à l'époque débarque. Je crois que c'est un couple de passionnés. Anne-Cécile et Cédric sont un couple de joueurs qui vivent à Istres. On les croise beaucoup sur les festivals, genre Cannes, trucs comme ça. Et c'est deux gros joueurs. Et en fait, c'est des amis d'un ami en commun, Fab et Mimi, qui tiennent un blog Cyberfab, qui à l'époque ça n'a pas concurrencé Trick Track, mais c'était assez regardé, assez lu. Cédric et Anne-Cécile décident de monter leur maison d'édition sur un jeu de Cédric, Offrande. Et ils font appel à moi parce que on est potes et parce que j'ai un nom et que lui n'en a pas. Et qu'à ce moment-là, on fait souvent appel à moi pour monter un projet parce qu'il va y avoir au moins un nom connu. Et je me retrouve à faire Offrande comme ça, qui est un jeu d'enchères à l'allemande, qui est le premier jeu un peu sérieux que j'ai fait. Visuellement, c'est compliqué quand même. Le personnage athlétique qui lève un animal mort pour le sacrifier au dieu, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai pris une photo de moi pour être sûr qu'anatomiquement c'était bien. Donc c'est une belle trace de mon passage sur Terre. Mais le jeu a été très confidentiel. C'est après, quand on a enchaîné sur Yggdrasil, qu'ils ont commencé à se mettre en marche. Illustrer un jeu d'enchères, pas toujours évident. Tu dis c'est plus sérieux, c'est différent des jeux plus familiaux que tu avais fait avant. Donc j'ai envie de montrer que je suis capable, mais dans une époque où j'ai moins de temps. C'est-à-dire que j'enchaîne tellement les projets. 2010, c'est vraiment des années, entre 2009, 2013, 14, 15, c'est vraiment des années où j'enchaîne vraiment très très fort, très très vite, et j'ai peu de temps d'essayer des choses et de prendre du temps sur les projets. Et Offrande fait partie de ces jeux où j'ai envie d'avoir un style sérieux. On va pas se mentir, il aurait fallu que j'ai 2-3 mois de plus dessus pour arriver à ce que je voulais faire, quoi. Toujours en 2010, on a Open the Door, que je connais très mal, mais où on retourne à un style un petit peu plus enfantin, avec des sorciers. Ouais. C'était un petit jeu de stop ou encore. L'éditeur était très cool. Il a sorti 2 jeux, celui-ci et un autre, un jeu de duel de chevalier, un jeu à 2 joueurs, mais ça n'a pas continué derrière en fait. Et Open the Door, j'illustrais le jeu et l'éditeur galérait pour le titre. Et il me demandait mon avis et j'avais un call avec Bruno Catala pour je sais plus quelle raison. Et je lui dis, je suis en train d'illustrer, c'est un jeu de stop ou encore, il faut ouvrir des portes et tout. Il me dit, je réfléchis à un jeu de mots et je te l'envoie. Et il m'envoie plusieurs propositions de titres, dont Open Desor. Je lis Open Desor. Et je copie-colle le mot, et je l'envoie à l'éditeur. L'éditeur me dit, c'est pourquoi on n'a pas pensé à ça? Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé, mais je trouve ça très joli et tout. Et en fait, c'était Open the Door,
et ça qui avait beaucoup plus de sens. Mais moi, Open Desor, je trouvais ça très joli. Pendant très longtemps, je l'ai appelé Open Desor. S'égarer dans les cathédrales, des fourmilières aux œufs d'opale, aube pâle, soleil ascendant, se retrouver dans le dédale. Il est long le chemin quand on ne cherche rien, et c'est ainsi qu'on l'aime. Se perdra jamais mais pas trop, où la lune reprise les accros du nocturne espace qu'elle incise, pour que chaque astre y trouve sa place. Puis rentrer chez soi par hasard, caillou chauffé sous un lézard, sur la peau l'écorce du saule et la canopée pour château. Se retrouver dans le dédale. Il est long le chemin quand on ne cherche rien, et c'est ainsi qu'on